Allez, je fais l'intro. Non. Allez, s'il te plaît. Toujours pas. Allez, s'il te plaît. Toujours S'il te plaît, pas. frère. S'il te plaît, frère. Allez, vas-y. Salut à tous, vous écoutez l'épisode 18 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Mathieu. Salut Adrien. Ah, tu fais la tête parce que j'ai fait l'intro. Ouais. Allez, c'était cool. Je me suis pas trompé, on l'a fait direct en plus. C'est vrai, c'était pas mal. Je suis viré du coup ? Non, t'es toujours là. Bah dis-nous de quoi on parle ce mois-ci. Eh ben, on va écrire pour la télévision. C'est Wow. ça le sujet. Eh ben, ça va être passionnant. Enfin, on va pas écrire pendant l'épisode. Ah, on va mince. parler d'écrire pour la télévision. Ah, ça aurait été drôle. Et d'ailleurs, on va en faire une genre de série écrire pour. On espère parler de jeux vidéo, etc. On vous en reparle tout de suite. Alors, vu on enregistre un petit peu tôt cet épisode en vue des vacances, eh ben, on remercie nos tipeurs du mois qui sont à peu près les mêmes que le mois dernier. Mais en tout cas, on dit merci à Quentin Lebègue, Sarah Beaulieu, Isoura, Arié et François, Benjamin, Marianne et Daniel. Merci à vous. Si comme eux, vous voulez contribuer à ce podcast et nous soutenir financièrement, suivez le lien Tipeee dans la description de ce podcast. Ça nous aide beaucoup. Et Oui. ça coûte pas cher. 1 €, c'est super. 1 €, c'est génial. Ce sont les petites choses qui font les... Je sais plus, il y a un proverbe comme ça. Les petits cailloux, pois. les petites pièces, je sais plus. Un grand merci également aux personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes. On adore ça, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à faire comme eux. C'est sympa de C'est voir sympa. un peu ce que vous en pensez Voilà. de ce qu'on fait. Et ça nous aide à être visible parce que ça nous fait remonter dans les classements et tout ça. Et des gens nous découvrent en fait grâce à vos commentaires. Et du coup, ça permet que le podcast se répande sur l'internet. Retrouvez Laura en fin de ce podcast pour le 3e et dernier épisode de sa chronique sur ses premiers pas dans l'univers des scénaristes. Ah, j'ai hâte. Et bien sûr, merci Robin qui s'occupe encore une fois de la technique Merci, de Robin. ce podcast. Alors ce mois-ci, pour parler d'écriture pour la télévision, nous recevons Pauline Rocafoul, scénariste, présidente de la Guilde française des scénaristes. Bonjour Pauline. Bonjour, Salut Pauline. Bienvenue. merci de m'avoir invité. Merci à toi. D'être venu. Parce qu'on invite des gens, des fois ils viennent pas. Ça a rêvé une fois. Il s'était pas réveillé. Il s'était pas réveillé. Il se reconnaîtra. Il est déjà intervenu plusieurs fois dans ce podcast. Vous le reconnaîtrez peut-être aussi. Et on reçoit aussi Robin Barato qui est scénariste. Salut Robin. Bonjour. Alors un petit tour de table pour savoir un peu sur quoi travaillent nos invités en ce moment. Honneur à Pauline. Sur quoi tu bosses en ce moment Pauline ? Je termine un épisode de K1, en fait, saison 6. Faut que j'arrive à me souvenir de la saison à laquelle on en est. Et je viens de signer un unitaire avec France 3, un unitaire sociétal que j'écris donc avec Christelle Gonard comme co-auteur et produit par EuropaCorp. Et je travaille également sur la seconde partie de soirée de France 2, un projet pour le coup dont je préfère ne pas forcément trop parler. Pas de problème. Voilà. Je suis déçu. Oh là là. Toi Robin, sur quoi tu bosses en ce moment ? Plein de choses j'imagine. Non, pas tant que ça. D'abord parce que je me remets des vacances, forcément. Ah tu reviens de vacances ? Bah oui, on est le 1er septembre. Non, mais on a déjà essayé de faire ça, de faire croire Ça que- marche pas trop. Non, je travaille sur un épisode de Munch. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de commande, d'épisode de commande, pour me consacrer à des projets personnels. Et puis là, il se trouve que j'avais l'envie. C'est moi qui ai contacté... alors, je pensais que c'était Clélia Constantine qui était encore directrice de collection. Il s'avère qu'elle ne l'est plus, mais du coup, comme je connaissais aussi Jean-Sébastien Bouillou, le producteur, je l'ai contacté en direct. J'avais un sujet qui, je pense, collait à la série, ce qui s'est avéré, puisque coup de peau quand même, il leur manquait un projet, il leur manquait un texte. C'est tombé au bon moment. Donc là, ça vient de débuter, on est en plein dedans. La bonne personne au bon moment. Voilà. Et puis, j'écris aussi un scénario. Alors là, c'est une aventure vraiment folle. C'est un projet perso. Enfin, un projet perso avec une production. Enfin, c'est une idée de la productrice, mais c'est devenu un projet perso tellement c'est moi, en fait, et tellement c'est tout ce que j'ai envie de faire depuis toujours. Ça fait quand même 2 ans qu'on est en développement. La bonne personne au bon moment, encore une fois. Ouais. Bah là, pour le coup, elle me connaissait et elle savait que son envie matchait avec les miennes, donc forcément. Donc ça fait 2 ans qu'on est en développement, parce qu'au bout d'1 an et demi, on a pris la décision, enfin surtout la production, parce que pour le coup, c'est eux qui s'engagent beaucoup, d'aller sur un scénario dialogué, avant même d'aller à la chaîne, parce qu'on pensait qu'on se donnait plus de chances. C'est avec quelle chaîne du coup ? Enfin, tu comptes le proposer à quelle chaîne ? Ça va partir à France 2, là, en septembre. Et voilà, donc ils ont pris ce risque-là, parce que mine de rien, c'est de l'argent qui sortent sans aucune assurance. Et tu peux citer la boîte de production ? Ah oui, facilement, oui, c'est Aurélie Mémon, D'accord. chez Mademoiselle Film dans le groupe Makeover, Making Prod. Donc c'est Aurélie et Nour Sadar, puisque en fait tous les deux dirigent des filiales de Making. Donc Aurélie c'est Mademoiselle Film, Nour c'est I Love My TV,
Et ils bossent ensemble en fait maintenant, ils bossent vraiment ensemble et du coup c'est un bonheur parce qu'en plus ils sont super complémentaires. Enfin et ouais, c'est une expérience. Alors je me demande même si on fait pas durer parce que c'est tellement bon qu'on se dit faut que ça dure un maximum parce que C'est la version 72 là quand même. Non, mais peut-être la 73 sera mieux. bon, on n'en est pas encore à 72, mais c'est vrai que c'est. Et voilà, donc là on est je suis en pleine V2, donc on aura le temps d'en faire encore une ou deux après et puis Ouais. et puis de faire la Bible aussi parce que Puisque c'est une série. Est-ce que c'est une série qu'on a commencé par faire une Bible et en fait on se disait qu'on n'arrivait pas à mettre ce qu'on voulait dans la Bible en fait. C'est-à-dire on lisait la Bible et on se disait merde c'est pas notre projet. Enfin c'est pas tout notre projet. C'est le problème des Bibles d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment surtout qu'on n'est pas sur du high concept. Moi du high concept, j'ai vu des projets qui se vendaient sur une page parce que le concept il tient en 3 lignes. Mhm. Après, tu dresses 2 portraits des 2 personnages, et puis après, le nom de la prod et de l'auteur suffit à la chaîne, en fait, pour savoir ce qu'on va en faire. Bon, là, ça marche pas comme ça, et on avait vraiment peur que le lecteur, quel qu'il soit, en l'occurrence la chaîne, passe à côté, quoi. En tout cas, à côté de ce que nous on a envie de faire. On s'est dit, bon, allez, on va au bout du bout, on fait le scénario. Au moins, si on se fait jeter, on n'aura absolument aucun regret, parce que pour le coup, là, après la V1, on est vraiment heureux, parce que il y a exactement tout ce qu'on voulait dedans, quoi. Donc voilà, c'est les 2 grosses occupations de l'été. Mais l'été est fini, on est le 1er septembre. Faut reprendre le Je travail. ne comprends plus rien, moi, je suis perdu. Alors, vous l'aurez compris, notre sujet, c'est écrire pour la télévision. Et on espère en faire une série qui serait écrire pour, 3 petits points. Et si vous écrivez pour les jeux vidéo, pour la BD, l'animation, entre autres, et que vous avez envie de discuter avec nous autour de nos micros, envoyez un petit mail à podcast@adrienemetmathieu.fr et On sera ravis d'en discuter. voilà. J'aime bien quand tu finis mes phrases. C'est cool. Ouais, c'est Parce que moi, je m'arrête, mais j'ai pas la fin dans la tête. vrai. Du coup, Tu fais souvent la même chose avec moi, du coup. C'est vrai. C'est pour ça que ça marche bien. Mais vous pourriez presque C'est faire incroyable. écrire pour telle chaîne ou tel média, puisque pour le coup, c'est tellement différent d'écrire pour TF1 ou pour Netflix, pour ceux qui ont eu l'occasion, ou pour OCS. Un spin-off de cet épisode-là. Ouais, voilà, Voilà. des sous-parties. On va essayer Voilà. d'aborder ces points-là. L'appel est lancé, ceux qui veulent nous rejoindre pour discuter de tout ça. Est-ce qu'il faudra citer, d'après une idée originale de Pauline, Ah, mais oui, je vais demander des droits d'auteur. écrire pour Netflix, etc. Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur vos parcours, vous deux. Voilà, d'où venez-vous? N'hésitez pas à revenir loin en arrière si vous le souhaitez. Comment avez-vous fait vos premières armes à la télévision? Et quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé? Les plus connus, les moins connus, comme vous voulez. Un petit CV audio Voilà. en quelques minutes, secondes. Allez, Pauline, bon, ouais. je commence. Eh bien, moi, je suis scénariste donc depuis plus de 10 ans. J'ai pas fait d'études de scénario. J'ai fait des études assez classiques, Sciences Po à Toulouse, des études de communication. Je voulais devenir journaliste. Tu as fait le CELSA, c'est ça aussi? Exactement, le CELSA. Tu as fait aussi le CELSA? Non, mais je connais cette école. D'accord. Et je voulais devenir journaliste. Finalement, je suis allée vers la communication et j'ai écrit mon premier film. Je bossais à EDF. En fait, j'étais en stage longue durée d'1 an, une sorte de CDD stage. Et pour dire toute la vérité, j'étais même au département de production nucléaire. Ah ouais. J'étais chargée de mettre en place un site intranet pour toutes les centrales nucléaires. Et en fait, c'était assez Tu passionnant. m'étonnes que tu avais envie de faire autre chose en même temps. Non, mais c'était passionnant. Franchement, c'est certainement une des plus belles expériences professionnelles parce qu'on découvre le monde de l'entreprise et surtout de l'industrie. Bien sûr, oui. Après, on pense qu'on veut du nucléaire et je suis pas forcément pour, mais voilà, les gens qui travaillaient pour cette boîte étaient vraiment passionnants. Et donc, j'ai écrit mon premier film là-bas et c'était un unitaire pour France Télévisions, France 2, sur un unitaire historique, donc un film de 90 minutes sur la laïcité, la loi de 1905, c'était pour le centenaire de cette loi. Et à partir de là, en fait, j'avais 2 voies qui s'ouvraient à moi, soit continuer dans la com, soit me lancer davantage dans l'écriture. Et j'ai choisi l'écriture. Et à partir de là, voilà, ma carrière, entre guillemets, a commencé. Et j'ai continué à faire des unitaires en lien avec l'actualité contemporaine, qui parlait de la société d'aujourd'hui et qui, la plupart, se passaient à l'étranger. Donc un film qui se passait à Shanghai sur les expats français, un autre film qui se passait en Afghanistan sur l'engagement des troupes françaises, mais avec toujours un angle de fiction. Et ces films-là étaient essentiellement pour Arte. Par la suite, j'ai écrit, j'ai eu envie en fait d'écrire plus pour des séries en fait, donc d'aller plus vers une écriture plus populaire parce que la fiction sur Arte était souvent une fiction assez élitiste, donc on avait de super papiers dans Libération, dans le Figaro au moment de la diffusion, mais l'audience pouvait être assez faible parce que c'était des films qui pouvaient être compliqués et qui abordaient des sujets compliqués. Et du coup, je suis allée vers une série qui me plaisait bien. J'ai choisi d'y aller. J'ai contacté moi-même la production, qui est donc la série K1.
Et voilà, ça fait 3-4 ans que je suis dessus. J'ai écrit à peu près 8 épisodes. Et bon, là, je commence à avoir fait le tour, mais ça a été vraiment une expérience passionnante. J'ai également écrit sur la saison 2 des Hommes de l'Ombre, qui a été aussi une expérience très formatrice, parce que il y avait de gros enjeux pour le coup. C'est une série qui était extrêmement exposée. La saison 1 avait cartonné. Moi, j'arrivais sur la saison 2 avec une écriture qui était un peu en difficulté. Et donc, c'est certainement l'expérience la plus difficile que j'ai vécue. Mais Robin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on vit des expériences très difficiles, elles sont souvent les plus formatrices. Donc, j'ai énormément appris en 3 ou 4 mois d'écriture. Et là, aujourd'hui, je reviens plus vers l'unitaire, donc avec cet unitaire pour France 3. Et je continue aussi quelque chose que j'ai fait tout au long de ces 10 années, enfin plus de 10 ans d'expérience. C'est que je reviens un peu vers le documentaire aussi, parce que j'ai pas mal fait de docu-fiction avec une boîte qui s'appelle Galaxy Press. À chaque fois qu'ils ont un projet où ils cherchent une scénariste ou un scénariste, ils m'appellent et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. C'est très mal payé. Mais en fait, c'est passionnant parce que moi, je retrouve un peu ce que je voulais faire à l'époque, c'est-à-dire être journaliste. Et donc, je travaille du coup avec des journalistes, avec des enquêteurs sur des sujets qui sont aussi variés que des faits divers, où là, on a un projet qui est plus un fait de société assez important, qui est en l'occurrence, je pense que je peux en parler, qui est tout le travail d'enquête qui a eu lieu suite au crash du vol Rio-Paris. Donc, on voit des images d'archives, c'est passionnant. Parle de ça, j'étais encore dans les vidéos il n'y a pas très longtemps, j'ai tout relu, enfin j'ai lu beaucoup de documentation là-dessus, Ah bon, j'étais en plein dedans, donc c'est Et pour à quelle occasion? Juste pour le plaisir, enfin pour D'accord. le plaisir. Voilà, Non, ton mais- co-auteur. Curiosité. Non, mais du coup, ils m'ont Consultant. contacté pour écrire sur ça. Et franchement, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est vraiment pour l'aventure humaine et le plaisir de travailler des sujets qui sont vraiment, pour le coup, en prise avec la réalité. Donc voilà, en quelques mots, mon parcours. Donc Pauline, tu mêles toujours journalisme et écriture, enfin quelque part ta formation t'a servi, te sert toujours dans ton C'est travail. ce qui me plaît en fait, c'est-à-dire que j'ai besoin de parler des choses vraies qui concernent la société ou les gens. Là par exemple, le projet de seconde partie de soirée sur lequel je travaille, et j'en parle pas parce que j'ai pas encore signé mon contrat, donc j'ai pas envie de... Mais c'est un projet qui est extrêmement comédie, mais qui aborde en fait à travers la personnalité des personnages des choses qui je trouve ont du sens et soit sur le plan sociologique ou philosophique. Et donc voilà, j'ai besoin de ça en fait pour avoir l'impression d'avoir quelque chose à dire. Je pense qu'il y a plein de séries aujourd'hui qui existent pour lesquelles je serais incapable, enfin sur lesquelles je serais incapable d'écrire en fait, parce que soit c'est trop de la fiction, soit c'est trop déconnecté du réel. Et du coup, c'est vrai que les unitaires, par exemple, les fictions de 90 minutes, France 3 ou France 2 en recherche régulièrement avec des débats ensuite, ce qu'ils appellent les soirées thématiques, c'est-à-dire on diffuse en unitaire sur, par exemple, le suicide d'une ado suite à du harcèlement, et il y a un débat ensuite. Ça, c'est des sujets en fait où moi très facilement je peux avoir des idées parce que ça vient certainement de mon goût pour tout ce qui est Pour journalisme. le suicide? Non. Non, ça va. J'étais perdu là dans le... Et quand tu nous as dit avoir écrit ton premier unitaire, donc quand tu travaillais chez EDF, tu as dit unitaire, tu l'avais tout de suite pensé pour la télévision ou tu t'étais dit ça pourrait être pour le cinéma? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en fait? Non, en fait, c'est venu de mon co-auteur en fait, qui était à l'époque mon petit ami et à qui on avait proposé d'écrire un film sur la laïcité, et en fait, ça le barbait au possible. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de révéler ça. Mais et du coup, il n'avait pas vraiment d'inspiration. C'était quand même la Troisième République. Enfin bon, c'était ancien, c'était historique. Enfin, c'est vrai que ça pouvait être barbant. Et moi, pour avoir fait Sciences Po et des études de sciences politiques, la laïcité, j'avais 1000 choses à dire. Et c'était un sujet que je trouvais passionnant et je comprenais pas qu'on puisse pas se passionner pour ce sujet. Et donc, du coup, il s'est dit finalement, j'ai peut-être trouvé la bonne personne avec qui écrire. Et donc, il m'a proposé cette coécriture. Et donc, c'était une commande pour le coup. Et en l'occurrence, une commande, c'est-à-dire en gros, une production ou une chaîne propose à un scénariste d'écrire sur un sujet précisément. Après, l'histoire qu'on a proposée était une histoire originale, mais le fait de faire un unitaire anniversaire, c'est une commande. Super, merci. Alors tu es aussi présidente de la Guilde
française des scénaristes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors donc la Guilde, oui, c'est l'unique syndicat des scénaristes ce syndicat regroupe des scénaristes qui travaillent pour l'animation, pour le cinéma ou la télévision et également, bien sûr, pour le web. On regroupe 300 membres, c'est une adhésion qui est volontaire et l'idée c'est de défendre le statut des scénaristes, que ce soit dans le cadre de l'encadrement contractuel, la défense de leur rémunération et aussi on essaye de travailler à leur visibilité en fait, c'est-à-dire rendre le scénariste et le travail du scénariste beaucoup plus visible. Donc on travaille avec une communicante notamment qui nous aide à exposer davantage les scénaristes, que ce soit dans le cadre des festivals, dans le cadre d'interviews. Podcasts, non ? Oui, des podcasts, j'en ai parlé à Adrien. Ce serait super de pouvoir vous héberger sur notre futur site. Wow. On en reparlera. À titre d'exemple, on sort d'une année de négociations très intenses dans le secteur cinématographique et dans le secteur audiovisuel pour négocier en fait ce qu'on appelle la transparence des accords, la transparence des comptes de production et des comptes d'exploitation. Et en l'occurrence, ça concerne, en quoi ça concerne les scénaristes, c'est-à-dire ça concerne tout ce qui touche à la reddition des comptes, c'est-à-dire à la possibilité pour les scénaristes d'avoir une visibilité sur ce qu'ils peuvent toucher et effectivement toucher quelque chose au niveau de ce qu'on appelle la rémunération proportionnelle. Sujet obscur. Très obscur, Ouais. c'est pour ça c'est très technique. Vous pourrez couper. Hein. Non, on a fait un podcast, on a fait un épisode sur tout ça. Voilà. Oui, on parlait des contrats et De rémunération, Voilà. tout à fait. Est-ce que moi je suis scénariste, pourquoi est-ce que j'adhérerais à la Guilde ? Il y a deux raisons principales. Enfin, il y en a plusieurs, mais deux grandes raisons. La première raison, c'est que la Guilde, c'est un lieu de networking, c'est-à-dire vraiment on adhère à la Guilde. Donc déjà, il y a des conditions d'accès qui sont assez strictes. Donc vraiment, la Guilde regroupe des gens qui travaillent effectivement. Tu peux nous parler des conditions justement ? En fait, il faut avoir cumulé 90 minutes écrites seul. C'est-à-dire, je donne un exemple, quelqu'un qui a écrit un 90 minutes Faut à que j'écrive deux. pendant 90 minutes, c'est ça ? Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est bon alors, je suis bon. En fait, quelqu'un qui a écrit un 90 minutes à deux n'a cumulé que 45 minutes écrites. Ah ouais. Et donc voilà, donc il faut additionner ces minutages et on peut intégrer la Guilde. Et donc du coup, on n'a vraiment que des auteurs qui travaillent effectivement. Et diffusé ou pas ? C'est de la cession de droit, non pas forcément Donc, diffusé. Sous contrat, même pas diffusé, ça compte. Par exemple, quelqu'un qui a écrit seul un film de cinéma et qui a cédé ses droits à un producteur peut intégrer la Guilde. D'accord. Du coup, on a des scénaristes de cinéma, les créateurs, quasiment tous les gros créateurs ou showrunners en télé, Fanny Herrero, Camille Castelnau, Cléa Constantine, etc. Et donc c'est un lieu de networking, la Guilde, où on peut rencontrer des scénaristes dans le cadre de soirées, dans le cadre de débats aussi, parce qu'on invite souvent les équipes fiction ou alors des producteurs de cinéma, des producteurs de télé. On fait des soirées ici même à la Maison des Auteurs. On dispose aussi, je parle des avantages en fait pour les adhérents, on dispose aussi d'une permanence juridique, c'est-à-dire qu'un auteur qui a un souci ou qui veut parler d'un problème pour lequel son agent n'a pas forcément de réponse, ou alors s'il veut doubler en fait l'expertise de son agent, peut contacter notre avocat. Au-delà de cette expertise juridique, on a dégagé un budget en fait pour lancer des procédures juridiques si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Ça sera exceptionnel, mais l'idée de créer de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les auteurs n'osent pas faire un procès à un producteur parce que ça les expose trop, ils risquent d'être grillés ou ça coûte trop cher. Et du coup, il n'y a aucune jurisprudence qui se crée. Donc, en fait, le cadre juridique, fallait pas me lancer sur ce sujet-là. Non, c'est super intéressant, vas-y. Le cadre juridique est très mince, en fait. Et du coup, en créant de la jurisprudence, donc par le biais de procédures juridiques, on crée aussi finalement de la loi et un encadrement pour les scénaristes. Donc ça fait partie des avantages. Après, les combats qui sont menés par la Guilde, les bénéfices et les résultats concernent tous les scénaristes, c'est-à-dire qu'ils soient à la Guilde ou pas. Et du coup, la question qui se pose à chacun des scénaristes, c'est de se dire, est-ce que je veux participer au financement de cette action ? Et donc ça, c'est une autre raison qui est plus de l'ordre de, je sais pas, de l'engagement personnel, qui est de dire, je vais participer au financement de cette action parce que finalement, cette action, à un moment donné, je vais en tirer les bénéfices. Et voilà. Et du coup, ça peut être, j'y participe financièrement et option, je m'engage aussi dans le cadre des élections au conseil, je m'investis sur un dossier. Voilà. C'est en gros, nous, la Guilde travaille l'esprit du collectif et de la solidarité. Et
je crois que c'est une des choses qui a changé depuis que la guilde existe, c'est cette sensation, en tout cas pour les guildiens et les adhérents, qui est de faire le même métier et de faire partie d'une communauté qui doit s'entraider, se parler. Comment j'adhère ? Alors, on est en train de refaire le site internet. En fait, le site internet actuel est un peu compliqué, mais en gros, il faut taper Guilde française des scénaristes dans Google. On arrive sur le site internet et à partir de là, il y a un formulaire. Le problème de ce formulaire, c'est qu'à partir du moment où on a rempli les champs et qu'on appuie sur envoyer, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais je rassure les auditeurs qui voudraient essayer d'adhérer, il s'est passé quelque chose et quelqu'un a reçu le formulaire à l'autre bout de la ligne. Ok, le message est passé alors. Sinon, il peut appeler notre standard, il y a quelqu'un qui répondra. Tu diras oui, c'est arrivé. On est en train de refaire notre site. Non, la démarche est très simple. Simplement, c'est vrai qu'on nous reproche une cotisation qui est un peu élevée, mais en fait, je connais pas les cotisations de la guilde américaine, mais ça doit être autrement plus élevé. En fait, les actions qu'on mène et les négociations qu'on mène, on a 2 salariés, on va en recruter un 3e, nécessite vraiment un soutien financier important. Ça peut paraître cher, mais il se passe quelque chose derrière. Oui. Il y a des là, pour le quand coup, même. la reddition des comptes et le fait que les scénaristes vont pouvoir toucher une rémunération proportionnelle dès janvier 2018, c'est un vrai acquis et pour le coup, c'est vraiment apporté par la guilde. Bah super. Ouais. Moi, c'est vendu. On adhère. Ça y est, j'ai envie. On vous attend. On arrive dès que le site est refait. Robin, parle-nous un petit peu de ton parcours, d'où tu viens. Alors, c'est très amusant parce que je pense que, j'ai l'impression que c'est un peu le décalque négatif de Pauline, c'est-à-dire qu'elle vient de la société civile. Moi, j'ai toujours été dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que moi, ça m'a pris tout petit, et donc j'ai toujours fait que ça. T'as commencé autrement que scénariste ou... Ouais, moi, j'ai fait près de 10 ans de tournage avant. Alors, quand j'ai tournage, c'était pas du Jean-Jacques Hano ou du Luc Besson, hein, c'était du film institutionnel, de la commande. Tu réalisais, tu écrivais? Non, j'en ai réalisé quelques-uns, mais au début, j'ai tout fait. Tu as tout fait ou tu es tout fait? Non, j'ai tout fait. D'accord. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai beaucoup travaillé comme premier assistant. Alors, premier assistant sur des tournages où il y a de l'argent, où tu as un vrai travail de premier assistant. Mais très souvent, sur ces films-là, il y a pas beaucoup d'argent. Il y a surtout peu de personnel, donc du coup, tu te retrouves à tout faire, en fait. Oui. Et là, tu apprends beaucoup. Ensuite, je suis passé à l'écriture, et à la différence de Pauline, moi, je suis allé sur les séries. Et j'ai fait quasiment que ça pendant 15 ans. Et maintenant, j'ai la démarche inverse, qui est d'aller vers des projets personnels, parce que c'est pas que de l'unitaire, mais c'est vrai qu'il y a, entre autres, de l'unitaire, il y a des projets de séries, mais plus personnels. Donc oui, j'ai près de 10 ans de tournage. Au cours de ces années-là, je rencontre un autre assistant réalisateur, qui est Jean Renard. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ce qu'on a envie, c'est d'écrire. Donc, je me souviens absolument pas comment, mais on se retrouve un jour dans le bureau d'un directeur littéraire chez Hamster. Alors, nous, on a eu le contact, je ne sais plus du tout. Alors, on se retrouve là. C'est parti pour les anecdotes. Génial. On propose un sujet pour une série qui s'appelait Quai numéro 1, avec Sophie Duez. Je me rappelle absolument pas de quoi ça parle, mais je me rappelle du titre, parce ça s'appelait Pas de peau pour les géraniums. Ça n'a pas marché, on s'est surtout rendu compte qu'on ne savait pas écrire. Là où je rejoins Pauline, c'est que j'ai pas fait non plus d'école de scénario, mais moi, il y a une bonne raison, c'est que je n'avais pas à l'époque. Oui. Il n'y avait pas de formation. Il y avait juste la formation scénario de la Fémis, mais à l'époque, alors je sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu sortais de la scénario Fémis, tu faisais pas de la télé, en fait. Oui, tu faisais du cinéma. Oui. Et puis, un certain type de cinéma, en plus. Hein. Avec un grand C. Oui, enfin là, pour le coup, il n'y a pas de critique. C'est juste que, voilà, une fois, j'en ai croisé une sur PJ, une fille qui venait de là. Ah oui. Une auteure, pardon. Une auteure qui venait de là, mais sinon, j'en ai jamais recroisé. Quand tu dis à l'époque... à l'époque, c'était il y a près de 20 ans. Des années 90. Toute fin, ouais. Je crois que mon premier contrat, c'est 97, donc les premières tentatives, ça doit remonter à 96. Donc, on était au Géranium. Voilà, les Géraniums. On se rend compte surtout qu'on ne sait pas écrire et qu'il faut apprendre à écrire. Pour vous situer, c'est l'époque où Lavandier sort sa première version de la dramaturgie. Puisqu'il se trouve qu'on s'est dit, voilà, on se prend un an pour apprendre à écrire. Donc Jean, lui, est parti faire du montage, notamment avec Moki, qui est une excellente école, pas Moki le montage, enfin Moki aussi d'ailleurs, tu parlais d'expérience. Pour le coup, ça fait des vraies expériences. Et moi, je suis allé dans une structure qui s'appelait la Maison du film court, qui depuis cette année s'appelle la Maison du film, et où j'ai créé l'atelier scénario. Donc en fait, c'était du suivi d'écriture, d'une espèce de script authoring, c'est-à-dire que je lisais les scénarios, et on voyait ensuite avec l'auteur ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. Et là, pour le coup, c'est une excellente école que de lire les... En fait, ça remplace presque l'écriture en accéléré. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on sera amené à faire en 6 mois, 1 an, 2 ans d'écriture, en fait, on les lit là en 1 heure. Ouais. Ça saute aux yeux parce que du coup, on découvre le projet.
Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup appris. En parallèle, on a fait pas mal d'ateliers, c'est-à-dire qu'on se réunissait entre 4-5 auteurs et on se voyait une fois par semaine, on se donnait des exercices. Enfin voilà, on a appris le boulot. J'ai lu la dramaturgie, donc ça sortait à ce moment-là, puisque dans cette période-là, j'étais rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Tournage, et donc j'ai fait l'interview de Lavandier au moment où il sortait sa première version. Salut Yves. Oh, mais il s'en souvient, on échange de temps en temps, rarement, mais on échange. Et au bout d'un an, il se trouve que on s'est senti prêt. On est parti sur un tournage d'un copain, dans les Vosges, en plein hiver. Donc ça veut dire que le soir, on n'avait rien d'autre à faire que de discuter ensemble. Et puis il se trouve qu'une des comédiennes nous dit « Ah, mais vous voulez écrire ?» Il se trouve que ma sœur est agent. Donc quand on est rentré à Paris, elle nous a mis en contact avec sa sœur. Et puis on a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'elle nous a envoyé sur un premier truc qu'on a signé tout de suite, parce qu'à l'époque, ils étaient très en demande. Enfin, nous, on arrivait avec une grosse culture polar, vraiment. Enfin, polar littérature, polar cinéma. Et les chaînes étaient vraiment en demande de ça, quoi. C'était la grande époque des polars de TF1. Donc, heureusement, ils ne faisaient pas de lien entre le fait d'avoir lu tous les grands auteurs historiques américains et d'écrire du Navarro. Ce qui n'était pas tout à fait la même chose, mais pour eux, c'était le même truc. Donc, du coup, on était accueillis vraiment les bras ouverts et on a signé tout de suite. Et en fait, nous, là, on a commencé comme ça. À une époque où c'était vraiment facile de commencer. Et puis donc, près de 15 ans d'écriture de séries, je vais à peu près toutes les faire. À part Navarro, justement. Mais Julie Lescaut, Les Cordiers... Non, ça s'est pas fait. Travaillé autre chose chez Hamster, sur d'autres projets, mais... donc Julie Lescaut, Les Cordiers, PJ pendant 10 ans. Et puis des trucs beaucoup plus récents, évidemment. Enfin, Shérif. J'ai failli travailler sur K1. J'ai vendu un sujet au producteur sur la saison 2. En plus, j'étais content parce que ça parlait de mathématiques. Ça parlait d'un génie des maths. Enfin, je me suis dit, putain, si on arrive à aller au bout de parler de maths à 20h50, tu parlais des sujets, de parler de notre société. Alors, moi, j'ai pas un regard de journaliste, mais par contre, oui, essayer d'aborder des thèmes, enfin des sujets mais pas là, parler des mathématiques, je trouvais ça assez intéressant. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on se comprenait pas avec le producteur. Mais quand je dis c'était au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il me parlait, je comprenais pas ce qu'il me disait. Et du coup, j'avais du mal à retranscrire ce qu'il voulait et du coup, ça marchait pas. Donc je me rappelle très bien une conversation téléphonique. On m'a dit on va arrêter là parce que de toute façon, au bout d'un moment, si on continue comme ça, tu vas finir par me virer. Parce qu'à un moment, quand ça avance pas, le producteur vire l'auteur. J'ai autant arrêté maintenant parce que là... Ça arrive. Mais voilà. Donc sinon, vous voyez toutes les séries aussi, enfin Shérif, Candice Renoir que j'ai participé à créer. Ouais. On y reviendra d'ailleurs au cours de ce podcast. Voilà. Et puis, depuis 2 ans, donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai arrêté les commandes. Parce que j'appelle les commandes, c'est-à-dire les épisodes de séries, parce que j'arrivais plus, en fait. Il y a un moment où, même si tu as envie d'y aller, juste tu n'y arrives plus. Ça sort plus et tu vas mettre 3 semaines pour faire un truc qui te prenait 2 jours avant. Donc j'ai pris mes distances, je suis allé sur pas mal de projets perso, vraiment beaucoup. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait de l'écoute en face, notamment chez les producteurs. Un peu moins chez les chaînes, mais en tout cas chez les producteurs. Et que tu peux avoir des projets qui vont du projet très mainstream jusqu'au projet très pointu sur des sujets compliqués et que tout se trouve preneur en fait. C'est juste qu'il faut trouver la bonne personne en fait. D'où l'importance et du réseau, des connaissances personnelles au bout de 20 ans et puis d'avoir un bon agent aussi. Moi je sais que nous, il n'y a pas un projet que j'écris que je ne fais pas lire d'abord à mon agent en disant, et après on se fait une réunion au téléphone j'entends, on va pas se revoir à chaque fois, mais en disant bon voilà, alors à qui on pense ? Et c'est qui ton agent ? C'est Marie Servan-Bargy. Tiens donc. Qu'on salue. Salut Marie. Depuis 5 ans à peu près. Ouais. Et donc on se dit, voilà, à qui on l'envoie ? Parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas de balancer à tout le monde. Parce que... Bien sûr. Et en règle générale, à part des projets très compliqués, il y en a un, on a fini par le signer, mais on a mis un peu de temps. Et sinon, en général, au bout de 2 ou 3 envois maximum, on trouve un producteur qui est intéressé. Donc ça, il y a de l'écoute en face, sur n'importe quel type de projet. Après, il y a la deuxième étape qui est la chaîne, et là, c'est encore... Pour le coup, c'est autre chose, mais à la limite, moi, auteur, je ne peux plus y faire grand-chose, quoi. Ne serait-ce que parce que j'ai pas accès, la plupart du temps, on n'a pas accès à la chaîne, en fait. Ça devrait changer sur France Télé, mais on est en train d'y travailler avec la Guilde et l'USPA, les syndicats de producteurs. Tu veux dire que les scénaristes pourront directement aller voir les chaînes ? Oui, l'idée, en fait, c'est un projet qui est en cours de négociation, mais bon, ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que l'idée, c'est de faire en sorte que pour les projets, en fait, pour France Télévisions, à destination de France Télévisions, le premier contact avec la chaîne, ce soit un pitch oral en fait, et que le dossier soit remis au moment du pitch. Et en fait, ça peut aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on envoie un projet
quasiment par la poste ou par coursier. Et il n'y a aucun contact oral avec le producteur, enfin entre la chaîne et le producteur, et encore moins avec l'auteur. La chaîne lit le projet et à partir de là dit oui ou non, je veux rencontrer l'auteur. Et généralement, quand il y a une rencontre, c'est que c'est positif. Donc là, on inverse en fait. Enfin, c'est une proposition qu'on a fait à France Télé. Il y a eu une très bonne écoute à ce niveau-là. On inverse le processus et l'idée, c'est de prendre rendez-vous avec la chaîne sur la base d'un petit résumé et de pitcher à l'oral le projet, de retrouver en fait cette fonction aussi du scénariste qui est celui de raconter une histoire, de conter une histoire en fait, et de mettre le diffuseur dans la position d'une écoute et parallèlement à ce pitch, c'est de laisser le projet en fait que découvrirait dans un second temps le diffuseur en fait. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et c'est une idée qui a été proposée par les syndicats des producteurs, l'USPA et la Guilde à France Télé. Et on a embarqué tous les autres partenaires, toutes les autres organisations Et c'est professionnelles. absolument capital parce que, alors, pour le coup, je pense que c'est la frustration numéro 2. La 1 étant le producteur qui ne paye pas ou qui met très longtemps à payer. La deuxième, c'est la lettre de refus ou le coup de fil de refus à la prod, jamais à l'auteur, à la prod, en disant « ouais, c'est super, mais on n'aime pas parce que… » Enfin, on n'ira pas parce que, et là tu te rends compte que tu as les solutions au parce que, sauf que c'est mort en fait. Oui, le dialogue est même pas possible. C'est-à-dire que quand tu rencontres la chaîne, c'est que c'est oui. Mais quand c'est oui, tu n'as plus besoin de convaincre en fait. Après, c'est de l'ajustement, on part dans une direction, dans une autre. Mais quand on te dit non déjà au départ, tu aimerais bien pouvoir au moins essayer de défendre le projet. Enfin, tant qu'on ne dit pas non, c'est de la merde, on ne veut plus entendre parler de vous, à ce moment-là, tu te dis quand même, tu avais une petite chance. Et qu'en plus on te dit non parce que ça, parce que si. Et que tu sais, tu vois tout de suite, toi, la solution. C'est extrêmement frustrant. Tu bosses des mois, voire des années, comme ce projet dont je parle. Et en fait, c'est mis à mort sur un coup de fil. Quand il passe un coup de fil, ou sinon ça va être un courrier. Ouais. Et tu peux rien faire, quoi. Et ça, c'est un peu difficile. L'idée, c'est d'être un peu plus à l'américaine où, justement, les auteurs vont pitcher leur projet dans tous les networks, dans toutes les chaînes. Et ensuite, il se passe des choses. Mais le premier contact, c'est un pitch. Oui, c'est d'être à l'américaine, et en tout cas, le système ce mode de fonctionnement est plutôt juste en fait, parce que ça permet de maintenir une forme d'énergie et de relation avec la chaîne en fait qui est très fort et très productif en fait, parce qu'effectivement on pitch une histoire, on pitch des personnages et le pitch ne veut pas dire qu'il faut moins de travail en amont, au contraire il en faut beaucoup parce que on peut être on doit être en mesure de répondre à n'importe quelle question que peut nous poser le diffuseur sur un personnage, sur une histoire, sur peut-être une incompréhension, et donc ça demande énormément de travail en amont, surtout qu'il est question de laisser le projet à la fin du rendez-vous sur la table du diffuseur. Et par la suite, la deuxième phase de ce projet, c'est d'aller beaucoup plus rapidement sur l'écriture d'un pilote. Avec, je veux pas trop en dire parce qu'on est en train de négocier le truc, mais l'idée, c'est d'accélérer le process. Un petit teasing. Un petit teasing, voilà. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'accélérer le process et de se placer beaucoup plus dans une logique, je dirais industrielle, mais c'est un peu connoté en France ce mot, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire d'être efficace et avec un objectif de meilleure qualité. D'accord, alors c'est très bien, on va enchaîner sur quelque chose d'intéressant parce qu'on parle de diffuseurs, de producteurs, de scénaristes, d'unitaires et compagnie. Alors pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout ce que c'est tout ça, est-ce qu'on peut faire un petit tour sur les terminologies et les intervenants à la télévision? Vous avez la parole. Alors très longtemps, on a eu un schéma qui était assez simple, qui était que tu avais affaire à un directeur littéraire, c'est-à-dire que c'est une personne qui est salariée de la boîte et qui suit le développement des projets pour la boîte. De production, du coup. La boîte de production, oui, pardon. Tu avais souvent, dans le cas d'une série, tu avais un directeur de collection, qui lui est un auteur, qui n'est pas salarié de la boîte, en tout cas pas directement, et qui intervient là, spécifiquement sur cette série, quand le directeur littéraire, lui, va chapeauter tous les projets de la boîte de production. Alors attention, je précise juste quelque chose. Intervention syndicale. Le directeur de collection doit être payé en salaire. Je dis juste ça comme ça. Et non en droit d'auteur. Donc il est salarié sur cette série en fait. Il est salarié sur cette série. Oui, voilà, exactement. Et pas salarié de la boîte sur tous les projets. Vous êtes prévenus. Il y avait le producteur ensuite, et puis après tu passes aux chaînes. Alors ça a un peu changé parce qu'il y a vraiment un phénomène, pour le coup, un des rares phénomènes, des trucs qui ont vraiment évolué sur les 20 dernières années, c'est que les boîtes ont changé de forme et de formule. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des boîtes historiques comme GMT, DEMD, Son et Lumière, qui étaient des boîtes énormes. Moi, GMT, quand j'y ai bossé, il y avait 3 directeurs littéraires. Je me laisse imaginer la masse de travail qu'il y avait, le nombre de producteurs. Aujourd'hui, ces boîtes ont toutes été rachetées dans des groupes où tout est mutualisé. Enfin, tout ce qui est mutualisable est mutualisé, c'est-à-dire la comptabilité, le juridique, souvent le secrétariat.
Et donc les boîtes sont réduites au cœur du métier, c'est-à-dire l'artistique, c'est-à-dire les producteurs. Donc en général, le GMT aujourd'hui, c'est 2 producteurs. DEMD, c'est une productrice. Pas DEMD, pardon, Son et Lumière, c'est une productrice. DEMD, je crois qu'ils sont 2. Et donc t'as plus forcément un directeur littéraire, un directeur de collection et un producteur. C'est-à-dire que maintenant, tu as souvent un producteur qui fait office de producteur, directeur littéraire. C'est-à-dire que c'est le producteur qui suit l'écriture. Donc ça va être ton interlocuteur principal. Je trouve même que le rôle du directeur de collection souvent a changé. Alors ça dépend des séries. Sur une série comme Shérif par exemple, Lionel Olinga est omniprésent. C'est lui qui dirige vraiment l'écriture. Sur d'autres séries, le directeur de collection a un rôle plus en retrait. C'est-à-dire que c'est le producteur qui va diriger l'écriture et le directeur de collection va intervenir plus ponctuellement, plus comme une espèce de consultant, et puis il va être là pour reprendre après, une fois que toi t'es arrivé au bout, Gérald de la V2, on va te reprendre. Mais donc tes 2 interlocuteurs à l'écriture, c'est le producteur, le directeur de collection, sur le cas d'une série. Après, à la chaîne, tu as le chargé de programme, conseiller de programme, suivant les chaînes. Quel est son rôle, ce conseiller de programme ? Vaste question. C'est un rôle qui a évolué, si je peux répondre à Robin. C'est un rôle qui a énormément... qui a évolué, qui devrait évoluer en fait en l'état actuel. C'est-à-dire qu'au tout début, lorsque la télé s'est mise à faire de la fiction, le tissu de production, les auteurs étaient souvent... Il y avait une forme d'inexpérience en fait. Et du coup, les forces créatives étaient beaucoup dans les chaînes. Donc on avait des gens qui étaient vraiment des créateurs qui pouvaient être dans les équipes fiction des chaînes et qui du coup aidaient, accompagnaient énormément les boîtes de production, les auteurs à aboutir à un projet. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on voit que les sociétés de production, les auteurs ont gagné en maturité. Enfin, ce sont des vrais professionnels qui jouent un jeu égal avec leur alter ego européen ou même américain. Et du coup, on attendrait, c'est vrai que de la part de la chaîne, un peu de désengagement dans les interventions qu'ils font sur les projets. Et bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ça dépend des chaînes. En fait, il y a des chaînes qui jouent ce jeu-là et en fait qui laissent les auteurs et les producteurs travailler sur les projets et leur faire de vraies propositions créatives. Et il y a d'autres chaînes qui continuent à avoir une forme d'interventionnisme. Et donc voilà, c'est le rôle du chargé de programme. C'est d'une certaine façon, si je devais résumer, ce que devrait être son rôle, c'est de veiller à ce que la ligne éditoriale de la chaîne soit garantie. Ça devrait être ça. Parfois, il y a plus d'intervention. D'accord. Et au niveau des formats, alors, qu'est-ce qu'un unitaire ? Qu'est-ce qu'une série telle qu'on l'entend à la télévision ? Il y a autant de formats que de scénaristes. Normalement, ça devrait être ça, mais il y a 2 grandes catégories. Robin, si tu veux répondre. Oui, il y a quand même des choses récurrentes. Alors, les 2 grands formats historiques, c'est l'unitaire, donc le téléfilm, qui est un film qu'on appelle aussi un one-shot. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas vocation à être répété, enfin à avoir de suite, qui traditionnellement fait autour de 90 minutes. L'autre format, c'est évidemment la série, qui très longtemps, là aussi, a été de 90 minutes, des épisodes de 90 minutes. Donc toutes les séries historiques de TF1, c'était du 90. Les séries historiques de France 2, c'est du 90. Moi, je suis arrivé, ça a été aussi notre chance. Quand on est arrivé avec Jean sur le marché, c'était au moment où France 2 lançait les premiers 52, donc PJ et avocats associés. On a été sélectionnés pour faire partie de l'atelier, parce que Krivine, qui donc dirigeait PJ, qui a créé PJ, qui dirigeait l'écriture, a fait un atelier pendant 6 mois pour justement nous apprendre à écrire du 52. Parce que c'était pas notre culture, en fait. Même si nous, on était auteurs débutants, on peut pas parler d'expérience, mais même notre culture de spectateur, en tout cas spectateur de séries françaises, c'était du 90 minutes. Donc on a appris pendant 6 mois, on allait 1 fois ou 2 par semaine, on se retrouvait tous, et puis on apprenait à écrire du 52. On sait moins, mais TF1, à la même époque, a voulu aussi faire du 52, peut-être en réaction à PJ. Donc on s'est retrouvés embarqués aussi dans cette aventure-là. Il se trouve qu'ils sont pas allés au bout, en fait. Ils sont pas allés au bout. Il y en a une qui est allée... ils en avaient lancé plusieurs séries. Il y en a une qui est arrivée à l'antenne, mais comme ils n'assumaient pas le 52, en fait, ils ont collé 2 épisodes pour en faire un seul, en sachant que les 2 épisodes n'avaient absolument rien à voir, en fait, si ce n'est évidemment des personnages communs, mais les intrigues n'avaient absolument rien à voir. Et nous, ils avaient fait ça aussi. Il y a un montage qui existe de la série sur laquelle on a travaillé, qui a été tourné. C'est pas ça rigolait pas. On est allé loin dans la série, mais. Et pareil, il y a un film qui existe où ils ont collé les 2 premiers épisodes. Il y en a un qui se passait dans un cabaret, l'autre qui se passait dans un zoo, et ça fait un seul film, en fait. Étonnant. Mais celui-là, ils l'ont jamais diffusé. Ouais. Et donc, à l'époque, ils ont arrêté. Enfin, ils sont pas allés plus loin. France 2 est allé au bout, donc ils ont sorti PJ et
avocat et associé, et ça a cartonné en fait. Et ça, c'était une de nos chances aussi là en tant qu'auteur, c'est que du coup on a été les premiers, on a fait partie de l'aventure PJ, ce qui fait que derrière, quand tout le monde s'est mis à faire de 52, évidemment les premiers qu'ils appelaient c'était les auteurs de PJ, puisque on avait cette expérience-là. Donc ça c'est le format, c'est le format roi, j'ai envie de dire, hein, de la télé française, c'est la série. Et puis, alors à l'époque, il y avait aussi déjà, non parce qu'on en a plus trop, on avait les grandes sagas qui peuvent se rapprocher aujourd'hui des mini-séries, c'est-à-dire on était sur des séries bouclées en X épisodes. Donc là, qui avait la spécificité d'être diffusé l'été, d'où le saga de l'été, et donc qui étaient des trucs très romantiques, très héroïques, très dramatisés. Oui, enfin c'était très romanesque, pas romantique, romanesque. Ouais. Et puis depuis, on a les mini-séries, donc en X épisodes, en général. Le propre de la mini-série, c'est d'être extrêmement feuilletonnante, c'est-à-dire qu'il est difficile de voir l'épisode 3 sans avoir vu le 1 et le 2. Et il se différencie des séries bouclées type PJ où on a une intrigue par épisode. C'est vraiment les deux grandes catégories de séries. Généralement, les séries bouclées ont vocation à avoir plusieurs saisons. Une mini-série n'a pas forcément vocation à avoir plusieurs saisons. Ça peut être un one-shot, pareil, mais pour la série. Ou alors, il y a plusieurs saisons. C'est aussi possible, mais ça donne, par exemple, ça peut être avec des personnages récurrents. Donc, les personnages de la mini-série sur la saison 1, on va les retrouver sur la saison 2, saison 3, ou ça peut être quasiment d'autres personnages. Je pensais notamment à True Detective, où je pense qu'il y a eu une saison, il n'y avait pas forcément vocation à faire une deuxième saison, ils en ont fait une deuxième avec des personnages différents. Merci pour cette mise au point. Disons que pour simplifier, effectivement, comme l'a dit Pauline, la série bouclée, c'est un épisode, une intrigue par épisode. Une mini-série, c'est une intrigue par saison. Et du coup, on a une conséquence de ça. Alors, il y a des exceptions, mais il y a une conséquence de ça qui fait qu'on va qualifier les séries bouclées de séries plus populaires et qui a un côté un peu premium, un peu prestige sur les mini-séries. Parce que, évidemment, ton intrigue que tu vas développer sur 8 épisodes, tu as le temps de la poser, tu as le temps de faire... de poser des personnages, un ton, une ambiance. Et, il y a un univers, en tout cas. Il y a un univers qui est compliqué dans une série bouclée. Parce que... Dolmen me vient tout de suite. C'est une saga. C'est une saga. Dolmen, ça fait partie des grands succès. Ça fait partie des grands succès, ouais. Saga de l'été. Et ensuite, il y a, en termes de format, il y a ce qu'on appelle le 26 minutes ou le 30 minutes. Alors, il y a eu du 30 minutes sur Canal+, avec cette série, les 30 minutes sur Canal+, il y a eu Platane, il y a eu la série avec... qui se passait dans un contexte de guerre. Avec, mais je sais plus, là j'oublie tout, y compris le nom des comédiens. C'est pas grave. Et donc, et là donc il y a eu ces séries 30 minutes sur Canal+, et là il y a un peu un revival du 26 minutes, y compris sur des chaînes dites traditionnelles telles que France Télévisions, qui en lancent beaucoup puisqu'ils viennent d'ouvrir une case week-end où il y aurait du 26 minutes qui serait diffusé en fin de journée. 26 minutes comédie, puisqu'on a le 26 plus minutes... comédie, ouais. On a et le 26 effectivement, minutes Plus belle la vie, qui n'est pas vraiment comédie, mais... Alors, le Plus belle la vie, c'est du feuilleton. En fait, c'est encore une autre catégorie, mais le feuilleton, c'est vraiment... c'est de la quotidienne. Il y a Plus belle la vie sur France 3. Il y a Demain nous appartient sur TF1 qui va bientôt être lancé. France 2 travaille aussi à la mise en place d'un feuilleton. Ensuite, le 26 minutes, en fait, on retrouve un peu... c'est comme de la mini-série, mais en 26 minutes, au lieu d'être en 52 minutes. Et bien sûr, il y a les programmes courts, c'est la dernière catégorie. Les programmes courts, On a fait un épisode là-dessus. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous trouvez que l'écriture télévisuelle est plus contraignante que l'écriture pour le cinéma, même si vous venez pas forcément du cinéma, mais si vous l'avez un petit peu côtoyé, dans ses intervenants, dans ses directives, dans ses formats, dans ses horaires de diffusion? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Est-ce que vous prenez toutes ces contraintes en compte quand vous écrivez, ou vous proposez vos sujets à des producteurs? Les contraintes matérielles, par exemple, tu es obligé d'en tenir compte, sinon le projet n'existera pas. C'est-à-dire matériel? Les moyens, par exemple. C'est-à-dire que... Le budget. Le budget, oui. C'est-à-dire que tu peux décider de faire exploser la Tour Eiffel. Tu peux le décider sur papier, après, ça va être compliqué à arriver à l'antenne. Hein. Compliqué. Après, tu as des trucs beaucoup plus... dont les gens imaginent moins, mais tu auras beaucoup de mal à commencer un épisode de série de nuit, par exemple. Parce que tu vois moins bien, que tu es sur un petit écran et qu'ils ont peur que si les gens ne distinguent pas super bien ce qui se passe et tout, qu'ils zappent. Donc ça fait partie des contraintes, je veux dire, matérielles dont tu dois tenir compte à l'écriture. Après, tu as des contraintes évidemment de production,
qui fait que sur une série, par exemple, une série récurrente, tu as des décors récurrents qu'il faut utiliser au maximum parce que pour le coup, ils sont construits et tu dois les rentabiliser. Donc il y a des séries où tu arrives et on te dit, voilà, tu as 40% des scènes qui doivent se passer dans le décor. Souvent en commissariat d'ailleurs. Et donc 60% à l'extérieur. Des fois, on va te dire c'est le contraire, on va te faire 60% de décor et puis 40% à l'extérieur. Il y a des séries où tu tournes en double plateau, donc là, il faut que on te donne un schéma, on te dit, voilà, alors les deux personnages doivent être ensemble dans 25% des scènes, ils doivent avoir leur scène à eux dans 25 autres chacun, et puis il y a les 25 derniers, c'est sur les personnages secondaires. Donc des fois, je pense que ça peut être alors j'ai l'habitude, mais quand tu arrives et que tu vois ça, et tu te dis, comment je vais écrire un film avec autant de contraintes matérielles, quoi. Il y a une contrainte de temps aussi, quand on est sur des saisons où on doit écrire une saison par an, on est vraiment parfois sur des séries où moi, par exemple, sur Cain, là j'écris l'épisode 8 de la saison 6, le tournage a déjà commencé depuis plusieurs semaines, ils ont tourné les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, on est sur le dialogué et le tournage commence mi-août, donc il y a un rush. C'est passé mi-août, on est le 1er septembre, Oui. Je ne comprends pas. Il est diffusé l'épisode, là, ça y est. Donc là, on est en plein tournage. Donc il y a des contraintes de temps en fait qui font qu'on doit écrire à un certain rythme en fait, avec des rendus très timés. Ça, je pense, c'est une des principales différences peut-être avec le cinéma. Parce qu'on est plus dans un schéma de commandes et de choses qui sont déjà en cours, sur lesquelles on arrive. Non, parce que je sais pas, si je prends l'exemple d'une mini-série créée type Les Témoins saison 1, il y a une saison 2, à un moment donné, il faut l'écrire, on peut pas se permettre de laisser passer trop de temps. Enfin, aujourd'hui, le public est habitué à avoir un rythme au niveau des saisons qu'il faut essayer de respecter. Alors, certaines séries se permettent certaines libertés, genre Engrenage, je crois qu'ils mettent à peu près 2 ans pour sortir leur saison, mais ils peuvent pas prendre 3-4 ans, donc il y a un rythme à tenir. Et ça, c'est vraiment... pour moi, ce qui fait la spécificité de la télé, c'est celle du rendez-vous. Et donc, quand on fixe un rendez-vous, il faut être à l'heure et s'y tenir. Et même donc, quand tu n'es pas sur une série, donc même sur un unitaire, sur un projet personnel, alors tant que tu es tout seul chez toi dans ton bureau, tu peux travailler 3 ans dessus si tu veux. Après, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre en compte, c'est-à-dire que quand tu as une prod qui te signe et qui te paye pour ça, forcément, enfin, ils vont pas dire, bon, on va te payer, mais on se retrouve dans 5 ans. Toi, non, Tu rends quand tu veux. Ben oui, il faut quand même un moment que l'argent soit rentabilisé. Puis après, quand la chaîne rentre dedans, alors là, c'est fini. La chaîne, ils ont rien à faire, que ce soit un épisode de série ou un unitaire, ou à partir du moment où ils signent, tu as des dates. Alors surtout, ce qui est vraiment important, c'est que ces contraintes, il faut en faire des alliés. Il faut que ça devienne quelque chose qui soit non pas un obstacle, mais qui participe du plaisir que tu as à travailler, quoi. Parce que si tu vis ça comme des obstacles, alors là, c'est mort, quoi. C'est mort. C'est déjà difficile en soi d'écrire des histoires, d'inventer. Mais si en plus tu prends les contraintes comme des murs, là, t'avances plus, quoi. Et puis même tu recules. Ouais, je suis assez d'accord avec Robin. Il faut trouver du plaisir à jouer avec les contraintes et à écrire sous contraintes. C'est vraiment le propre de la télé, mais je pense que c'est aussi le cas en cinéma, quand même. La liberté qu'on prête aux scénaristes de cinéma, elle est, je pense, aussi tout aussi relative. Tu peux nous parler un petit peu, Pauline, des contraintes que vous avez sur K1, par exemple, sans trop dévoiler, mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as dû prendre en compte? Robin parlait de décors, de pourcentage d'intérieur et d'extérieur. On a ça, effectivement, il y a une économie très précise sur K1, alors qui est peut-être moins contraignante que sur d'autres séries, mais elle existe. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut parfois veiller à ne pas mettre tous les héros récurrents dans les mêmes scènes. Il y a quelques contraintes comme ça, mais franchement, pour avoir travaillé sur d'autres séries, comme sur une série avec notamment un double plateau, les contraintes sont quand même assez limitées. Double plateau, ça veut dire qu'il y a 2 plateaux qui oui, s'alternent, c'est-à-dire qu'en gros, les épisodes sont tournés, il y a 4 épisodes qui sont tournés en même temps par 2 réalisateurs différents. Et ça, c'est une nouveauté qui a été mise en place sur une série pour France 3. Et en l'occurrence, les 4 épisodes doivent être construits en regard les uns par rapport aux autres. Parce que quand, par exemple, généralement, il y a 2 personnages principaux. Pour que la série fonctionne, c'est qu'il faut 2 personnages principaux et ensuite des groupes d'autres personnages qui peuvent exister par eux-mêmes. Et donc, à titre d'exemple, le réalisateur sur le plateau 1 va tourner avec un des personnages principaux pendant que le réalisateur sur le plateau 2 va tourner avec l'autre personnage principal. Et donc après on joue comme ça et donc il y a des équilibres en fait à respecter en nombre de scènes. Ça c'est vraiment assez complexe, mais bon, à partir du moment où on a intégré le truc,
ça se passe bien. Et pour ce qui est des contraintes sur K1, en fait, pour le coup, c'est vraiment une série où on a pas mal de liberté, à vrai dire. Est-ce que tu peux juste nous pitcher la série pour ceux qui connaîtraient pas K1 Alors, c'est une rapidement série polar, en fait, bouclée, qui a été créée par Bertrand Artuis et Alexis Le Sec, qui est produit par DEMD et qui est diffusée sur France 2. C'est du 52 minutes et le personnage principal est un capitaine de police qui s'appelle Capitaine K1 et qui a la particularité d'être en fauteuil roulant et qui a comme acolyte Lucie, en fait, qui est son lieutenant. Alors, et voilà, il résout des enquêtes policières. C'est un peu bête comme chou. Simplement, la spécificité, l'ADN de la série, c'est qu'on se rapproche d'une série un peu à la Columbo, c'est-à-dire très rapidement, dans le début de l'épisode, on peut se douter de qui est le coupable. Et en tout cas, on identifie assez vite un ou deux suspects et tout le suspense tourne autour de comment le capitaine K1 va coincer le coupable et surtout pour quel est le mobile du coupable. Souvent, c'est ça qu'est-ce qui se noue comme rapport humain entre le coupable, la victime, les suspects potentiels. On parlait de contraintes tout à l'heure. Est-ce que la ligne éditoriale des diffuseurs en est une ? C'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on propose des choses ? Est-ce qu'on peut y aller un peu en il mode vaut YOLO. mieux en tenir compte. Ouais. Si on veut avoir une chance d'être lu et reçu, il vaut mieux en tenir compte. Il y a une vraie variété de lignes éditoriales entre, à mon sens, et d'ambition aussi, et d'énergie entre TF1, le service public France Télévisions, donc Arte, Canal, et des chaînes comme OCS ou même D8, je crois, qui se lancent dans la fiction. Et il y a Netflix aussi, c'est vraiment très, très varié. Et chaque chaîne a sa ligne éditoriale, a ses contraintes, a ses projets aussi déjà en cours, donc il faut faire attention de pas faire doublon, a des façons de travailler différentes et a une ouverture plus ou moins grande à la créativité, à la création. L'obstacle auquel on se heurte la plupart du temps, c'est le fait que certains interlocuteurs ont du mal en fait à être dans une démarche créative, parce que être dans une démarche créative, c'est accepter d'être dans l'inconnu par définition en fait. Lorsqu'on crée, on crée quelque chose qui n'a jamais existé. Et parfois, il y a une tendance chez certains interlocuteurs à fonctionner par rapport à ce qui est connu. Et du coup, il y a une difficulté à se laisser envahir par la créativité d'un auteur ou d'un réalisateur. Et il y a une tendance à répliquer des choses qui ont déjà été faites. Ça, c'est vraiment pour moi le principal obstacle en termes d'éditorial qu'on peut rencontrer avec les chaînes. Qu'est-ce que tu en penses, Robin ? À nouveau, c'est des obstacles, mais il faut en faire des motivations. Alors on a la chance, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui on a la chance effectivement d'avoir des lignes éditoriales très marquées. Donc c'est une chance parce que tu écris un projet en pensant à une chaîne. Tu écris un projet et tu te dis, vu la tournure du projet, ça va aller sur telle chaîne ou sur telle chaîne. L'inconvénient pour le coup, c'est que si tu es refusé par la chaîne naturelle, le projet est mort en fait. Il y a très peu de projets qui sont transversaux. Les séries policières peuvent passer d'une chaîne à l'autre parce que c'est pas si... En tout cas... Au départ du projet, sur une Bible, c'est pas si marqué que ça les différences. Mais sur des projets plus personnels, sur de l'unitaire, sur des trucs comme ça, si tu te fais refuser par ta chaîne naturelle, faut attendre une nouvelle équipe pour qu'il existe, parce que il passera pas ailleurs, quoi. Un projet que tu écris pour France 2, il aura beaucoup de mal à passer sur TF1. Un projet que tu écris pour TF1, il aura beaucoup de mal à... Alors j'ai jamais écrit pour Arte, mais je pense que tu as du mal, un projet refusé par Arte, je pense que tu as du mal à le vendre à TF1 par exemple. À nouveau, sans qu'il y ait de jugement de valeur. Hein. Bien sûr, oui, non, pragmatiquement. C'est, oui, très pragmatique. Après, sur les séries, par exemple, tu as effectivement des lignes éditoriales dont il faut tenir compte. Hein. C'est-à-dire qu'une série policière, tu fais dire, bon, c'est une série policière, tu vas pas faire des meurtres d'enfants, parce que tu sais que ça passera pas. Tu vas pas faire des trucs trop gore, tu vas pas faire des trucs violents, parce que on a une télé qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on a une télé qui s'adresse au plus grand nombre. Donc il faut que ça plaise aux plus jeunes jusqu'aux plus vieux, que ça plaise à toutes les classes sociales, à tout le monde. Jusqu'à peu, on n'avait pas cette télé de niche que les Américains ont, parce qu'ils ont un public assez grand pour faire des séries ciblées, par exemple, pour les classes moyennes noires, pour faire pour les jeunes, pour faire des trucs. Aujourd'hui, ça bouge un peu, notamment grâce aux chaînes de TNT et du 26 minutes, où ils se permettent, comme ils n'ont pas les mêmes enjeux financiers, ils n'ont pas les mêmes trucs, ils ont un public qui est déjà beaucoup plus ciblé. Ça permet d'aller sur des trucs beaucoup plus pointus. Ça, c'est une vraie chance qu'on a, je trouve. Les auteurs qui arrivent aujourd'hui, ils ont cette chance-là, soit d'aller vers du grand public sur les chaînes traditionnelles, soit d'aller
sur les chaînes de la TNT et d'aller sur des trucs peut-être plus pointus, plus ciblés. Je pense à une série, par exemple, il faut absolument que je la cite parce que Vas-y. c'est mon grand coup de cœur ces dernières années, c'est Loin de chez nous. Sur France 4. Sur France 4, qui est une série donc de 26 minutes, de 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus, enfin c'est très court, trop court, et qui raconte le quotidien d'un régiment en Afghanistan, un régiment français, qui est sur le départ en fait. Ils doivent quitter l'Afghanistan pour revenir en France. Et ça raconte donc ces derniers jours en fait. Et c'est absolument, c'est prodigieux en termes d'écriture, c'est un mélange entre la comédie, il y a des idées de réalisation que j'ai jamais vues à la télé. Parce que là aussi, on parle par la force des choses, on parle d'écriture. C'est du 10x26. 10x26, voilà. Et c'est quelle production? On parle d'écriture, mais la réalisation réalisée pour la télé, c'est aussi très spécifique. C'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas. Là, Loin de chez nous, il y a des idées de mise en scène. Enfin, je dirais même pas que c'est des idées de cinéma parce que c'est dévalorisant pour la télé, mais c'est de la grande télévision en fait. Ça, c'est une vraie chance. Mais quand tu vas sur K1, quand tu vas sur Shérif, quand tu vas sur Munch, tu peux pas faire n'importe quoi, en fait. Mais tu le sais, sais. Oui, faut en tenir compte et en tirer. Si tu as vraiment envie de raconter, de parler de la pédophilie, mais de manière très, alors pour le coup, très journalistique, de rentrer dans le sujet et tout, tu vas avoir du mal à le faire sur Munch ou sur K1. Ça va être très compliqué. Par contre, rien ne t'empêche d'essayer d'en faire un projet personnel, un unitaire, une série et... Il y a eu un épisode Pauline. de K1 sur la pédophilie, je tiens à le dire. Comme quoi. Comme quoi. Mais c'est vrai que c'était traité de telle façon, que c'était pas frontal, mais c'était quand même le cœur du sujet. C'était écrit et réalisé par Bertrand Artus, ça s'appelait Rumeur, et c'était un épisode très bien fait. Ça peut être possible, mais c'est vrai qu'il y a des sujets à lesquels ça peut être compliqué. Oui, même puis ne c'est serait-ce que le traitement, C'est le mais traitement. ne serait-ce que l'homosexualité aujourd'hui à la télé française sur les chaînes dites traditionnelles, c'est compliqué. Il y a quand même parfois le traitement des classes populaires aussi. Alors je crois qu'il y a un projet France 3 sur les classes populaires qui est en train d'être fait, qui est produit par EuropaCorp, mais c'est pareil, c'est une frange de la population qui est assez peu représentée à la télévision. Je sais pas si toi tu as déjà vécu ça, mais parfois quand on plante un personnage qui est issu d'une classe moyenne, avec un salaire vraiment très moyen, à la télévision, on va le voir habiter un appartement, une maison qu'on ne pourrait pas se payer ou qui est vraiment inaccessible pour le commun des mortels. Donc voilà, ça c'est parfois... Mais là, je suis vraiment dans des positions un peu extrêmes et c'est vrai, là je rejoins totalement Robin sur le fait qu'aujourd'hui, un auteur, avec la variété des chaînes qu'il y a et la multiplication des formats, c'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où il y avait juste un 90 minutes et maintenant on arrive avec du 26 minutes bouclé, pas bouclé, etc. Qui permet en fait de s'épanouir quand même dans l'écriture et dans la variété des sujets. Il y a les 10x10 aussi, dont on n'a pas parlé. Oui. Il y a les fameux 10x10 On va en sur parler, les plateformes. Oui, on va en discuter. Et pour le coup, qui est une vraie révolution, parce que quand tu viens, en tout cas moi à mon époque, on venait pas à la télé parce qu'on aimait la télé, parce que la télé c'était Navarro, 5 dernières minutes, donc tu n'as pas forcément une passion pour ça. Tu viens parce que tu as envie de faire du cinéma en fait. Et quand tu arrives et que tu viens parce que tu aimes le cinéma américain, le cinéma des trucs en fait, et que tu dois travailler sur Navarro, ça demande une certaine adaptation. Aujourd'hui, tu peux aimer notamment du cinéma d'action, du cinéma de genre, et arriver à la télé. Alors, je ne sais même pas si on peut encore parler de télé, d'ailleurs, sur le cas des 10x10, mais tu as des portes ouvertes, en fait. C'est-à-dire que le 10x10, c'est du film de genre. Canal, quand ils ont lancé leur appel d'offres, c'était vraiment du film. Ils veulent du film de genre. C'est-à-dire qu'une de leurs demandes, quand tu les rencontrais, c'était on ne veut pas de films qu'on pourrait voir à la télé. Donc, tu as toutes ces. Mais du coup, pour le coup, je me demande si c'est vraiment considéré comme de la télé, parce que c'est pas vraiment. En tout cas, c'est pour des petits écrans. Oui. Donc, vraiment, tu as plein de possibilités, en fait. Aujourd'hui, si tu viens de la comédie, si tu as envie d'aller vers le genre, si tu as envie d'aller. Tu as quand même plein de portes ouvertes. Robin, j'ai une question sur Candice Renoir. Est-ce que c'est un projet sur lequel tu as, en tant que co-créateur, eu aussi d'autres contraintes à la création, sur la suite dans l'écriture des épisodes, ou tu as eu plus de liberté à ce moment-là? Alors c'est compliqué en fait, parce que au départ le projet, alors je vais le dire, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais au départ le projet il a été écrit pour TF1. On avait travaillé avec un producteur sur un projet de TF1, et le projet finalement, au bout d'un an ou deux, il l'avait arrêté, TF1 l'avait arrêté, donc il était plus ou moins en dette avec le producteur. Il lui dit si tu as une idée, on aimerait faire un Colombo à la française. Le producteur, il nous en parle. On fait quelque chose qui, à l'époque, s'appelait Clémence Renoir. Mais pour le coup, il y a tout. Il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. À part le fait qu'on n'avait pas précisé qu'elle était blonde, mais sinon, il y avait tout. Il y avait déjà les jumeaux, il y avait les 4 enfants, il y avait, enfin, évidemment, c'est au cœur du... Et TF1 l'a refusé.
Et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Et ils l'ont refusé parce que c'était trop TF1 et qu'ils avaient déjà Julie Lescaut qui remplissait cet office. Alors c'est d'autant plus cocasse que la première saison de Candice a été diffusée, je crois, 15 jours après le dernier épisode de Julie Lescaut. Donc bon, voilà, on l'a laissé tomber. Il se trouve que comme le producteur était extrêmement radin, il avait évidemment pas signé d'option, donc le projet nous appartenait. Et puis il se trouve qu'après on a rencontré une productrice, Caroline Lassa, au moment où France 2 a lancé des appels d'offres. Ils ont lancé un appel d'offres pour alors je crois que c'était du 10 ou 12 fois 52 minutes, policier. Donc nous, on la rencontre totalement indépendamment de ça, et puis on lui parle de ce projet-là, et elle nous dit « Oh, mais l'appel d'offres, ils vont recevoir plein de polars noirs, plein de polars gris, comme ça. Si on y va, nous, avec ce projet-là, qui est très lumineux, qui est très solaire et tout, on peut se faire remarquer. » On dit « Bah, pourquoi pas hein ?» Et donc on est allé, et il se trouve qu'on a remporté l'appel d'offres. Il y a 2 séries qui sont sorties de là, il y a Candice et Shérif. Et donc on se retrouve à France 2, pour la première réunion, les interlocuteurs qui nous disent qu'ils adorent le personnage, ils adorent le principe et tout. Mais le pilote, puisque l'appel d'offres demandait notamment un pilote, hein, donc la prod avait quand même payé L'écriture du pilote. Et nous, on était vraiment dans l'esprit Colombo, c'est-à-dire de quelque chose de très ludique. Parce que l'expérience fait aussi que, je sais que quand tu écris une série policière, jamais, mais alors vraiment jamais, les gens viennent te voir en disant putain, l'intrigue là, elle était super, l'intrigue policière. Par contre, ils viennent te voir en disant oh, mais alors est-ce que le héros il va coucher avec sa partenaire? En fait, il n'y a que le privé qui les intéresse, que les personnages. Et les intrigues policières sont quasiment des prétextes à faire vivre les trucs. Donc, fort de ça, puis fort aussi de l'idée qu'au départ était quand même très ludique, on s'est dit on va faire du Colombo. Donc, c'est-à-dire que la série ne va exister que pour ce personnage à l'époque donc de Clémence Renoir. Et ce mode opérationnel qui est très... Et là, ils nous disent ça, non, ça, c'est pas possible, il nous faut de l'émotion, il nous faut du truc. Quoi. Alors là, on s'est dit, mais c'est mal barré, quoi. Je me rappelle en réunion avoir dit, ouais, en fait, c'est Julie Lescaut que vous voulez faire. Là, elle revenait dans le truc. Pas plus. Bon. Clémence Lescaut. Alors, on a essayé avec ma co-auteure, Brigitte, on a essayé pendant 4 mois, parce que tu signes pas des séries tout le temps, quoi. On a essayé de défendre le truc et tout, mais il y a un moment où ça devenait plus possible, en fait, c'était pas... Donc tu parlais de contraintes, voilà. Ça, c'est même pas une contrainte, il n'y avait pas de discussion possible, en fait. Ouais. Parce que t'as beau dire, t'as beau truc, il y a un moment où, de toute façon, la chaîne, c'est le client, et s'ils veulent faire rouge, tu fais rouge, hein. Tu peux te défendre autant longtemps ton idée de faire du bleu, mais il y a un moment où, de toute façon, si tu leur casses les pieds, ils vont te virer, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Nous, ça nous intéressait pas, en fait. Vraiment, j'étais très clair là-dessus. Je dis pas que c'est pas bien, le Candice Renoir d'aujourd'hui, tout ça. Moi, je trouve ça super bien fait. C'est juste pas ce que nous, on avait envie de faire, sur lequel on a travaillé pendant des mois. Et à partir du moment où tu vas sur un truc comme ça, parce que pour le coup, créer une série, c'est un tout petit peu de travail et d'énergie et d'investissement. Si t'es pas à 200% dedans, ça sert à rien, quoi. Ouais, il faut y croire. De toute façon, ça va mal finir. Dans le sens où tu vas faire du mauvais travail, ou tu vas te faire virer, ou les deux. Voilà, donc il y a un moment où ça s'est arrêté, j'ai envie de dire naturellement, parce que il n'y avait pas de concordance entre la chaîne et nous. Mais voilà, une contrainte, là, elle était là. C'est-à-dire qu'on devait abandonner ce côté ludique, très Colombo, parce que dans Colombo, il y a relativement peu d'émotions. C'est pas là pour faire pleurer. Et nous, on n'y arrivait pas, quoi. Enfin, ça nous intéressait pas, donc... Voilà. Et il y a parfois des moments où la chaîne ne sait pas exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle reçoit une proposition et elle n'arrive pas toujours, en essayant de chercher des références ou du connu, à configurer ou à se projeter dans la proposition qui lui est faite. Moi, j'ai eu l'exemple récemment, je ne vais pas citer la chaîne et je ne vais pas citer le projet, où en gros, une productrice m'avait contacté, on était 3 auteurs et on a fait une proposition à une chaîne et on a eu en fait des références. La chaîne nous a dit j'aimerais que ça ressemble à, et là elle a cité 4-5 références et ça allait de The Affair à This Is Us à Souviens-toi l'été dernier à Broadchurch, et ça, tout ça mis dans le même paquet. Et en fait, quand on est un auteur, on peut écrire sous contrainte, mais à un moment donné, les contraintes ne peuvent pas aller avec une trop grande liberté. C'est-à-dire que là, quand on ouvre l'éventail totalement de Souviens-toi l'été dernier à This Is Us, je sais pas si vous voyez le spectre, mais il est très très large. et du coup, c'est impossible en fait. Et c'est là où, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de relation qui s'enclenche avec le diffuseur et qui est basée sur une déception mutuelle, parce qu'on va forcément décevoir le diffuseur parce que c'est impossible de répondre à cette attente, et le diffuseur va nous décevoir parce que ses retours, forcément, c'est un dialogue en fait qui est totalement rompu.
Dans ce cas-là, vaut mieux pas travailler du tout, se retirer. Il faut avoir les moyens de ne pas travailler, de dire non. Alors là, pour le coup, le producteur a vraiment été excellent parce qu'il a soutenu notre proposition, il a refusé de signer la convention, donc un contrat avec la chaîne pour pouvoir développer en fonds propres les 2 premiers épisodes de la proposition qu'on avait faite avant de le resoumettre à la chaîne. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait proposé et pas de se laisser envahir par des références en fait qui pour le coup n'avaient plus aucun sens pour nous. Parfois avec les producteurs, souvent avec les chaînes, tu es dans une espèce de truc où tu devrais... Après, on bosse sur le même projet, en fait, on a la même finalité, c'est faire le meilleur film possible. Et très souvent, tu te retrouves à bosser contre la chaîne, en fait. Parce que tout d'un coup, ce qu'ils te disent, par exemple, moi je l'ai vécu sur une série historique dont on écrivait les derniers épisodes. On ne savait pas encore que c'était encore vraiment les derniers épisodes, mais on sentait que ça commençait à sentir mauvais. Et puis on nous dit, ouais, là on aimerait que le personnage, on aille à fond sur, on met le polar un peu de côté, on aille à fond sur le côté, elle va être grand-mère, etc. Parce que ça marche bien, ça. C'est l'argument. Et ils avaient enfin réussi à convaincre la comédienne qu'elle pouvait faire une grand-mère. Donc tu écris une version où tu mets en avant le côté vie privée, etc. Et puis tout d'un coup, à la réunion suivante, on dit « Ah là là là, c'est beaucoup trop vie privée, il faut aller plus sur le polar, parce que là on a diffusé un unitaire avec un grand-père dedans, ça n'a pas marché du tout. » Donc tu refais une version, et là tu as fait une version polar. Et puis la fois suivante, on dit « Ah ben écoute, alors là, on a fait un épisode avec Pierre Mondy, où un téléfilm où il va passer le bac avec sa petite fille, ça a cartonné, allez, on retourne sur la grand-mère. » Alors, c'est amusant dit comme ça et tout, sauf que, mine de rien, toi tu passes du temps, tu fais et puis il y a surtout un moment, mais ça je le savais pas forcément encore, mais il y a un moment où finalement ça ressemble plus à rien, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les séries, parce qu'en fait, tu arrives avec un projet bleu, puis on te dit non, c'est mieux en rouge. Tu dis ok, tu défends un peu ton bleu, puis à un moment tu dis ok, on va faire rouge. Et puis ça participe du plaisir aussi de se dire bon ok, moi je l'aurais pas fait rouge, maintenant essayons de trouver un angle pour que je trouve ça intéressant et de faire du bon rouge. Puis tu fais le rouge, puis on dit ouais mais c'est un peu trop rouge, il faudrait que ça soit rose, donc tu fais du rose. Et puis tu fais ce que te demande. Et là tu deviens fou quand même. Ouais, tu deviens fou, et puis surtout tu deviens pas content de ce qu'il y a au final, quoi, parce que ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et moi je crois très fort maintenant au regard. C'est-à-dire que tu peux faire un épisode de série lambda, enfin une série qui a 6 saisons. On en est donc à quoi, une petite 50aine d'épisodes. Enfin, c'est vraiment de la... Oui, mais ça n'empêche pas que ton épisode, il y a quand même un regard, ce que j'appelle un regard. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu vois qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, qui te raconte une histoire cohérente. Et donc maintenant, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, que moi j'ai arrêté de faire des commandes pendant 2 ans, mais c'était en partie à cause de ça. C'est-à-dire que je veux plus, quand j'arrive avec un truc bleu parce que je pense que c'est mieux, et qu'on me dit il faut faire rouge, et ben en fait, moi j'y arrive plus, et j'ai plus envie de le faire. Donc je dis non, et je fais un truc que j'avais jamais fait, qui est de dire non. Et ça change tout. Alors le truc, c'est que tu peux te dire non quand tu as un certain passé, parce que si tu es un jeune auteur que tu arrives, et que tu proposes un projet rouge et qu'on dit il faut faire bleu et tu dis non, tu feras pas le bleu, mais tu feras plus rien derrière non plus. Enfin, mais ce qui est très compliqué en plus, c'est le contexte actuel et le cadre contractuel dans lequel les scénaristes travaillent. C'est-à-dire Tu peux nous en parler, Pauline ? N'hésite pas à préciser. Voilà, c'est une question qui nous taraudait. Les difficultés que décrit Robin sont exacerbées du fait de l'absence de cadre en fait contractuel et sécurisant qui nous lie en fait aux producteurs. C'est-à-dire que un exemple, les retours que peuvent nous faire la chaîne ou les producteurs n'est que très rarement écrits. C'est des retours oraux. Et du coup, on peut, dans n'importe quelle conversation, parfois on n'entend pas forcément ce que l'autre veut dire, ça peut être compliqué. Donc dans une relation comme ça professionnelle où on a vraiment des directions, il faut être vraiment sûr de ce qui a été dit et que la personne même se souvienne d'avoir dit ça, que tout le monde soit d'accord sur ce qui a été dit. Et ça, en fait, moi je sais pas, mais j'ai jamais eu de retour écrit d'une chaîne. Alors ça, aux États-Unis, c'est pas possible parce qu'en fait, toute modification quasiment est contractuelle. Et donc ça laisse libre cours à toute forme d'emprise où ah mais non, c'est pas vraiment ce que j'avais dit, et de façon très sincère en fait, parce que moi je pense que si je dis quelque chose et qu'on me ramène un projet dans 5-6 semaines, si je l'ai pas écrit, si c'était pas vraiment motivé à argumenter, je peux ne pas me souvenir exactement de ce que j'ai pu dire. Le deuxième élément, c'est que on est payé en fait, notre rémunération est liée en fait au format du projet, c'est-à-dire un épisode de 52 minutes, ça vaut tant. Et ça n'arrive jamais que lorsqu'il y a un changement fondamental dans le cœur du projet, l'enveloppe budgétaire augmente. Et du coup, en fait, on peut écrire
X versions. Donc tout à l'heure, la blague de vous en êtes à la 72e version, oui, ça peut arriver. Et en fait, on sera toujours payé pareil. Et du coup, le fait pour un producteur ou une chaîne de demander une modification n'a aucun impact financier pour eux. Et du coup, c'est la possibilité de demander autant de modifications qu'on veut. Et c'est un peu rouge, jaune, bleu. Et en fait, ça, c'est pas possible. Et nous, c'est vrai qu'à la Guilde, on essaye de travailler, de réfléchir à un cadre contractuel qui, à un moment donné, a des conséquences financières pour nos partenaires et qui nous, de façon à être considérés vraiment comme des partenaires dont on avec lesquels on a une relation professionnelle en fait, c'est-à-dire des retours écrits, un encadrement au niveau de la rémunération. Et ça paraît basique en fait, mais voilà, ce minimum-là on l'a pas, et ça donne du coup lieu à aux situations que peut décrire Robin. Mais il n'y a pas des diffuseurs qui se rendent compte justement de ce que ça implique, les changements demandés, les retours, non ? Non. Il y a un exemple que me racontait un auteur. Je peux pas vraiment citer la série et le diffuseur, mais en gros, ils étaient le tournage. La prépa commençait 2 semaines après. Donc, la prépa dans un film, c'est-à-dire qu'il y a une date de tournage. Pour un épisode de 52 minutes, par exemple, il y a une date de tournage et la prépa commence 1 mois avant. Donc, la prépa, c'est trouver les décors, organiser le planning des comédiens. Et donc, on était 2 semaines quasiment avant le début de cette prépa. Et c'est-à-dire que le tournage commençait un mois et demi après. Et ce directeur de collection est en discussion avec la chaîne pour valider l'épisode qui va partir en prépa et donc être tourné. Et là, le chargé de programme dit au directeur de collection, souvent un épisode, juste pour préciser, est construit en actes, et chaque acte, il y a une sorte de cliff, c'est le moment qui est le plus tendu dans un épisode, donc il y en a 4 généralement ou 5. Et donc les cliffs de fin d'acte sont assez importants dans les épisodes bouclés, et le chargé de programme, donc à la chaîne, dit à l'auteur qui est directeur de collection, lui dit la fin de l'acte 3, je le verrai plutôt en fin d'acte 1. C'est-à-dire, quand on n'est pas scénariste, on ne se rend pas compte, mais en fait, ça bouleverse totalement la structure. Et le directeur de collection, qui est quand même quelqu'un qui est hyper pro, hyper sérieux, essaye quand même de se passer en revue les implications dans sa tête, et il lui dit... Et très rapidement, il se rend compte que c'est pas possible, en fait, que ça va mettre totalement à plat l'écriture et qu'il faut tout réécrire. Et il essaye de motiver en expliquant au chargé de programme, c'est impossible, en fait, ça va prendre trop de temps. Et en plus, je suis pas sûre que ça soit utile. Et le chargé de programme a cette remarque qui est, je sais pas ce qu'on gagne, je ne sais pas ce qu'on perd, mais ça se tente. Et en fait, cette remarque-là, qui pour moi est totalement inconséquente, ne serait-ce que pour l'énergie qui va être investie, le temps, elle est possible. Et là, c'est la preuve de quelqu'un qui ne se rend pas compte. Et c'est assez courant quand même. Une méconnaissance de comment on écrit et comment on produit une série. Ça arrive. Je veux pas généraliser, mais ça arrive. Très bien. Souvent. Petite question un peu bête. Comment Clémence est devenue Candice Renoir ? Je ne sais pas, parce que pour le coup, quand je suis parti en fait. D'accord. Et ça s'est décidé après. Nous, quand on est parti avec Brigitte, on avait déjà quasiment fini le premier épisode. On avait bien avancé sur le deuxième, puis on est parti là. Et à l'époque, c'était ni situé à 7 encore. Il n'y avait pas de décor, enfin, il n'y avait pas de lieu de ville. Et elle s'appelait encore Clémence. Mais c'est peut-être lié à la série Clem, oui. qui est Oui. sur TF1 pour pas... Voilà. Oui, mais c'est pas un souci. Hein. La série n'existait pas que par le prénom de la comédie, du personnage. Donc... C'était juste une petite question. Ça restera dans la légende, dans le mystère. Quelque chose que vous avez en commun, c'est l'écriture à 2. Vous avez chacun déjà coécrit. Est-ce que c'est un passage obligé quand on écrit en télévision ? Parce que ça arrive quand même assez souvent. Obligé, je pense pas. Hein. Je pense qu'on peut trouver plein d'exemples d'auteurs qui travaillent seuls du début à la fin. Il se trouve que nous, on a débuté à 2 avec Jean, on a débuté à 2, et puis ça s'est arrêté par la force des choses parce qu'il est mort. Donc, du coup, depuis son décès, moi, je travaille soit seul, soit à 2, mais je travaille plus avec un seul auteur, hein, parce que pendant que je travaillais avec Jean, on était exclusifs, on était un couple exclusif, on travaillait que ensemble. Ça me rappelle un truc, Adrien. Je sais pas de quoi tu parles. Mais ça veut dire qu'on travaillait pas avec d'autres auteurs, et ça veut dire qu'on travaillait pas chacun de son côté, on était tout le temps ensemble du début à la fin. Depuis, je travaille donc soit seul, soit à 2 et tout. Moi, je pense que quand tu es un jeune auteur débutant, je pense que si tu arrives à 2, c'est plus rassurant. En fait. Bêtement, parce qu'ils sont 2, et on se dit, s'il y en a un qui est pas au niveau, l'autre rattrapera. Bêtement. Enfin, moi, je l'ai vécu quand nous, on est arrivés, je le voyais bien, en fait, que ça rassurait les gens. Surtout pas passer à 3, parce qu'à 3, dans la tête des producteurs, ça devient le bordel. Ça veut dire qu'ils vont jamais se mettre d'accord, ils vont être à 2 contre 1, donc
Ça aussi, je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vu avec des auteurs que je laissais qui voulaient absolument travailler à 3. Et outre le fait qu'à 3, ça devient difficile à être rentable comme boulot. Oui. À moins de travailler vraiment beaucoup. Donc 2, c'est bien en fait. Après, aujourd'hui, moi, alors, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une espèce de conséquence de... Moi, quand j'ai débuté, les gens nous faisaient confiance en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouvait sur des grosses séries tout de suite et jamais on nous parlait de éventuellement nous mettre un auteur chevronné avec nous, quoi que ce soit. Ils faisaient confiance au directeur de collection, ils faisaient confiance à la prod en disant s'ils les signent, c'est eux qui sont responsables, voilà. Et ils faisaient confiance donc aux auteurs. Aujourd'hui, moi je travaille souvent avec des jeunes auteurs et je les vois et même quand ils arrivent à vendre un projet à une prod par exemple, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, la prod les signe, mais demande à ce qu'il y ait un auteur confirmé qui vienne, à la fois pour la rassurer elle, et pour ensuite la rassurer la chaîne. Et donc moi, c'est très souvent qu'on m'appelle parce que je tiens ce rôle-là. Peut-être que... Alors, Pauline connaît mieux, de par ses activités à la guilde, elle connaît peut-être mieux la situation. Mais je pense que pour un jeune auteur, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus compliqué d'arriver seul sur le marché. Mais 2 jeunes auteurs débutants, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple. Aujourd'hui. Ouais. Par contre, un auteur débutant avec un auteur chevronné, ça passe tout seul. Alors, pour le coup, quand je vais sur un projet avec un auteur débutant, ça peut être dur à dire, mais il n'existe pas en fait, ils s'en foutent. Je dirais que j'écris le truc avec mon chien, ça serait pareil. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il compte sur le chevronné pour mener le projet à bien. Et si le débutant peut l'aider, tant mieux, tu vois. Après, ça dépend les cases et les chaînes et les projets pour les auteurs débutants. Chez COCS, par exemple, a vraiment donné une chance à plusieurs auteurs débutants. Il y a aussi des web-séries qui sont une porte d'entrée pour les jeunes auteurs. Il y a également les feuilletons aussi. Plus belle la vie a vu arriver un certain nombre d'auteurs en fait qui ont commencé avec Plus belle parce qu'il y a des tests, des périodes de formation assez intenses qui permettent d'intégrer la série. Et qu'il y a beaucoup de demandes, il y a une masse de travail à accomplir. Une énorme masse de travail. Aujourd'hui, il devrait y avoir dans peu de temps 3 feuilletons en tout, avec France 2 et TF1. Donc c'est une excellente opportunité pour les auteurs. Nous, on est très contents pour créer du volume et pour permettre à plein d'auteurs de se former en écriture. Moi, d'un point de vue personnel, j'aime beaucoup la coécriture parce que j'aime beaucoup la rencontre aussi avec d'autres univers et je trouve qu'on travaille beaucoup mieux à plusieurs cerveaux et il y a une rapidité d'exécution et un confort dans l'écriture qui est très agréable. Ça permet aussi de casser un peu la solitude de l'auteur. Je suis pas très fan d'écrire seul chez moi et j'aime beaucoup le dialogue qui peut se nouer avec un co-auteur. J'ai déjà expérimenté l'écriture à 3 et c'est vrai que c'est assez spécial, mais bon, c'est vrai que c'est pas la configuration idéale, il vaut mieux être 4, enfin c'est des 5, je sais pas, mais bon. Et chiffre pair alors. Ouais, peut-être des chiffres pairs à tester. Et j'aime bien varier aussi, les auteurs avec lesquels je travaille en fonction des projets, des sujets, des genres. Juste une précision, quand Pauline parle des jeunes auteurs qui peuvent facilement accéder aux web-séries ou aux séries d'OCS et tout, il y a quand même un aspect il y a un aspect financier dans l'histoire. C'est-à-dire que les gros auteurs ne vont pas sur des trucs où ils sont mal payés. Oui. C'est évident. Moi, quand j'ai débuté, alors nous, on a eu la chance de débuter directement sur du Prime, sur des séries de Prime et tout. Mais sinon, la porte d'entrée, c'était Sous le Soleil. Mais Sous le Soleil, les auteurs confirmés de l'époque, ça les intéressait pas déjà en tant que tel. Et puis financièrement, de toute façon, c'était pas intéressant non plus. Donc c'est une chance pour les jeunes auteurs d'avoir des portes d'entrée comme ça. Après, Plus belle la vie, je connais pas les conditions. Moi, je sais qu'à une époque, j'ai eu la liste du pool dialoguiste et je suis tombé sur le cul parce que c'était que des auteurs de Prime, des mecs qui bossaient depuis 10-15 ans et c'était que de gros et là je me suis dit, moi je me suis fait la réflexion inverse, je me suis dit si c'est ces mecs là qui squattent la place, ça va être très compliqué pour les jeunes auteurs en fait, parce que là il y avait du lourd, il y avait des auteurs de Prime confirmés en fait qui allaient là parce que... c'est une écriture qui est très intense, qui demande pas mal de technicité, donc effectivement il y a des auteurs très chevronnés qui sont sur les pools séquenciers et pools dialoguistes, mais pour autant je sais que, moi je connais des exemples de jeunes auteurs qui sont rentrés par le biais de tests et qui avaient un CV de l'ordre de 0. Vous parlez de pool, ça tombe bien, ça fait partie des méthodes aujourd'hui d'écriture en télévision.
Est-ce que c'est des choses que vous expérimentez, toi Pauline, sur K1 ? Pool d'auteurs pour ceux Pool qui d'auteurs, n'auraient oui, bien sûr. jamais entendu ce terme. C'est Pas des ateliers en fait, c'est des ateliers d'écriture où les auteurs se réunissent pour travailler ensemble les épisodes avant de partir chacun de leur côté pour écrire l'épisode. Moi je l'ai expérimenté une fois avec Dominique Lancelot, donc c'était pas section de recherche, c'était sur une autre série qui n'a jamais vu le jour et c'était vraiment une expérience assez intéressante. Moi j'ai jamais trop travaillé avec les poules d'auteurs, même qu'un en fait on n'est pas du Comment tout... vous travaillez du coup En fait, on propose des intrigues, donc des pitchs d'épisodes, donc c'est des intrigues polars qui Chacun de votre côté, on est d'accord. chacun de notre côté, et donc c'est centralisé autour du producteur qui est Patrick Benedek, et à partir du moment où l'épisode est validé, on écrit, en fait, on déploie l'intrigue policière sous la forme d'un séquencier. Donc un séquencier, c'est l'enchaînement des structures, c'est la structuration de l'épisode sans les dialogues, et à partir d'une certaine étape, donc généralement c'est entre les séquenciers et les dialogues, on intègre ce qu'on appelle le fil rouge, donc c'est le feuilletonnant qui est lié en fait au héros, ce dont parlait tout à l'heure Robin, est-ce qu'il va coucher avec sa partenaire ou pas. Et on intègre ce feuilletonnant-là qui consiste en 4-5 séquences et qui doit teinter toutes les séquences liées à l'enquête polar, on les intègre dans le scénario. Mais en fait, on travaille de façon assez isolée, sachant qu'après, à la toute fin, quand on est allé jusqu'au bout de notre épisode, parce qu'on va vraiment jusqu'à la VDF, il y a un petit travail de lissage qui est fait par l'auteur référent et qui consiste à faire un suivi du feuilletonnant, c'est-à-dire en gros à s'assurer que de l'épisode 1 à l'épisode 10, il y a une cohérence dans ce fil rouge, dans ce feuilletonnant qui touche au héros récurrent. Alors moi, il se trouve que quand j'ai débuté, on a commencé très vite sur PJ, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, dès le départ, 6 mois d'atelier à écrire, à apprendre à écrire et tout. Et C'est une série remarquable, au passage. Enfin, je regardais ça quand t'étais jeune. C'est sur les mails et les pièces jointes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une série un peu geek. Et après, on a travaillé en atelier, mais en allant. C'était la première fois, je pense, qu'on écrivait en atelier comme ça. Et donc, c'est la direction de Krivine, qui en plus, ça correspond aussi à ses valeurs, ses valeurs en tant qu'homme. Et donc, on est là très très loin, à tel point que PJ, c'était 3 intrigues. C'était une intrigue A, une intrigue B, donc 2 intrigues policières, une intrigue C, qui est une intrigue vie de commissariat, vie privée, etc. On devait arriver aux réunions d'atelier, donc là, on avait des réunions physiques autour d'une grande table, etc., avec nos intrigues A et nos intrigues B, et on discutait ensemble, on lisait les intrigues. On avait lu avant, je ne sais plus, parce que quand on a débuté, il n'y avait pas encore Internet, en tout cas pas les mails comme ça, donc je pense qu'on les découvrait sur place, et on décidait tous ensemble, si besoin, si on se rendait compte que tout d'un coup, l'intrigue B de Pauline matchait bien avec mon intrigue A, à ce moment-là, c'est moi qui allais développer l'intrigue B je prenais son intrigue B, D'accord. avec mon intrigue A, et mon intrigue B allait partir sur un autre auteur, etc. Je crois que ça... D'abord, c'est quand même assez compliqué à gérer parce que pour le coup, c'est réunir régulièrement. Nous, on a PJ, ça finit à 16 épisodes par an, donc réunir tous les auteurs comme ça, c'est un peu compliqué. Et surtout, financièrement, c'est très compliqué parce que pour les droits, on s'était mis d'accord. C'était pas proportionnel à ce qu'on... Comment expliquer ça ? C'était un pourcentage. On s'était mis d'accord tous ensemble avant sur un pourcentage chacun. En gros, on se partageait la galette en truc. Donc, tu touchais pas 100% des droits sur ton épisode. Tu touchais, alors je sais plus, je dis n'importe quoi, 12,25%. Pour pas avoir à suivre quelle idée est partie où, à quelle exactement. Proportion de l'épisode, etc. Donc on est allé très loin dans l'idée d'atelier, et puis ça s'est défait au fur et à mesure, et puis à la fin de ma période, mais au bout de 10 ans de PJ, on gardait l'atelier, mais uniquement sur le récurrent et le privé, en fait. Après, pour ce qui était des intrigues policières, on les écrivait chacun de son côté, en fait. Mais la culture de l'atelier d'écriture n'est pas vraiment développée en France. Il y a des séries qui le font, mais pas tant que ça. Pour preuve, une série, une boîte de production, enfin, il y a très peu de boîtes de production, je sais pas qui compte même une salle d'écriture où il pourrait se tenir un atelier. Tu veux dire une salle physique ? Oui, une salle physique. Et donc, c'est vraiment la preuve d'une forme d'immaturité à ce niveau-là. Et les producteurs n'y voient pas forcément un intérêt n'y voient pas un gage d'une qualité supplémentaire. Et du coup, on a beaucoup de mal aussi à conceptualiser sur le plan de la rémunération ce temps passé en atelier, parce qu'il y a tendance à dire finalement pourquoi je vous payerai pour vous réunir quand vous réunissez à 2 on vous paye pas, donc pourquoi quand vous êtes 5 on devrait vous payer, donc bon hein. Et de la même façon ça veut dire quoi payer des auteurs qui sont en atelier, est-ce que c'est du salariat, est-ce que c'est pas du salariat, enfin il y a tout un truc où tout d'un coup on sait plus trop où on en est, et donc on essaye de réfléchir à la façon de faire.
et une série comme Fais pas ci, fais pas ça, il me semble, a été construite en atelier d'écriture, mais une série comme Engrenage, par exemple, n'est pas construite en atelier d'écriture. Moi, j'ai le souvenir sur Fais pas ci, fais pas ça de photos sur les Facebook des auteurs où ils mettaient, parce qu'ils se réunissaient, alors pour le coup, ils étaient nombreux autour de la table, et ils faisaient des photos de trucs, et c'était chez l'un ou chez l'autre, en fait. Ouais. Alors, une fois, la guilde a accueilli, les réunions Où ils squattent à d'écriture. droite à gauche, mais je me rappelle de photos dans le salon d'une des auteurs. Enfin. Après, le dernier exemple de série à atelier, série de Prime écrite en atelier, c'est Le Village français. Ouais. Où là, pour le coup, Crivine encore. Ouais, et encore Crivine, en fait. C'est pour ça que je pense que Crivine, l'auteur et l'homme se confondent vraiment. Enfin, c'est pas qu'une histoire de technique, d'écriture et tout. Ça rejoint aussi ses valeurs en tant qu'homme. Et là, pour le coup, je crois qu'il travaille vraiment en atelier très très proche. Mais c'est les seuls exemples. Après, oui, on écrit chacun de son côté, en fait. Et le Bureau des légendes aussi, qui écrit un atelier, me semble. C'est en atelier, il y a eu plusieurs formules en fait, ils sont passés par différentes phases, des ateliers, pas d'ateliers, donc c'est un peu, là je ne sais pas exactement quelle est la dernière formule, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y avait une vraie volonté d'Éric Rochon de mettre en place une écriture conçue de façon industrielle, collective, avec aussi une idée qui était celle de former aussi des auteurs émergents, donc je sais que dans une des formules qu'ils avaient mis en place, il y avait ce qu'on appelait des auteurs, je crois qu'ils appelés juniors, donc qui étaient censés assister à l'atelier d'écriture, mais n'étaient pas censés intervenir, mais pour le coup écouter et essayer d'engranger de l'expérience. Donc ça, c'est sûr que le Bureau des légendes, il y a vraiment une volonté de trouver un modèle qui soit propre à l'écriture de cette série ou à l'écriture d'une série française. Ça fait un petit peu un pont avec ce dont on voulait parler, parce qu'on parle de gens qui gèrent des séries. Aux USA, on a le mythe du showrunner. Qui n'est pas un mythe, c'est une réalité. Oui. Mais qui est regardé un peu comme un truc un peu sacralisé, qui est très connu même du grand public. C'est quelque chose qui arrive dans la culture. Et quel est l'état en France de cette position-là, du showrunner? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que ça marche chez nous, cette configuration-là? C'est une figure émergente en France, mais qui, pour le coup, commence à exister. Le showrunner, en fait, c'est quelqu'un qui est responsable de l'écriture, de la composition de l'équipe d'écriture, qui est responsable du rendu des textes, de leur qualité, et qui fait le pont aussi avec ce qui va se passer sur le plateau. Et après le plateau, c'est-à-dire il va suivre d'un point de vue artistique jusqu'au bout la série, va participer au choix des comédiens, des décors, des réalisateurs. Donc c'est un peu le patron en fait d'une série, de l'écriture jusqu'au projet abouti. Il en existe en France qui tiennent ce rôle. Quelqu'un comme Crivine l'a fait. Il était coproducteur même de la série Un village français. Lionel Olanga est producteur artistique aujourd'hui de Shérif. Il y a plein d'exemples à ce niveau-là. Après, c'est une place qui, encore une fois, n'est pas préexistante en fait. Il faut vraiment la revendiquer et il faut arriver à s'imposer. C'est pas naturel en fait pour une boîte de production d'avoir une figure comme ça qui va devenir le patron d'une série. Alors aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Robin, c'est vrai que il y a un mouvement quand même qui s'enclenche à ce niveau-là, c'est-à-dire que les boîtes de production commencent à se resserrer en fait vraiment sur une équipe réduite et à fonctionner en fait par projet. Et du coup là, ils voient un intérêt sur un projet de recruter une personne qui va être donc l'auteur, le créateur et d'en faire le producteur artistique de la série. Par exemple, Simon Jablonka, qui a écrit la mini-série Kim Kong, était coproducteur de la série, a été coproducteur artistique avec Thomas Bourguignon sur cette série. Et c'est typique d'une boîte de production qui, à un moment donné, va essayer de se déployer en multipliant des projets. Et plutôt que d'avoir une équipe qui l'emploie de façon continue au long de l'année, il va employer des gens sur un projet en particulier. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un showrunner qui va gérer et assurer la garantie du projet de A à Z est une vraie opportunité. Mais ça, je parle pareil de cas, c'est une figure émergente, c'est des cas un peu exceptionnels. Et du coup, la personnalité aussi qui va avec ce type de profil, elle est aussi rare parmi les auteurs. C'est-à-dire, on a longtemps habitué les auteurs à travailler seuls chez soi. Ça veut dire un certain type de personnalité. Aujourd'hui, on a besoin d'auteurs qui aient aussi envie de gérer des équipes, de s'investir dans l'artistique, dans des problématiques de tournage. Et donc, ces figures-là aussi sont émergentes parmi les auteurs qui peuvent être intéressés à l'écriture.
Tout a été dit. Ouais. Vous travaillez sur des choses qui sont diffusées à la télévision. Et à la télévision, il est beaucoup question d'audience. Est-ce que vous suivez les audiences de ce que vous écrivez? Ou même de ce que vous n'écrivez pas? Est-ce que ça a une importance quand on écrit les audiences? Moi, pas vraiment, en fait. Je vais regarder pour savoir, mais limite... moi, j'ai envie de dire, mon travail s'arrête à la satisfaction de la chaîne. C'est-à-dire quand la chaîne dit c'est bon, après, l'audience, ça dépend plus de moi, quoi. C'est-à-dire que s'ils sont contents du film, le producteur et la chaîne sont contents du film, après, c'est pas moi qui vais faire la promo, c'est pas moi qui vais... Sauf que leur satisfaction est parfois liée à l'audience, c'est-à-dire qu'elle Oui, est variable. après, Tout d'un coup, on était peut content changer, et puis ouais. ça n'a pas marché. Mais en fait, c'était nul. Mais c'est tellement... Alors, je vais encore vous raconter des anecdotes du temps passé, mais Vas-y. Mais on est là pour ça. à on adore. l'époque où les fictions faisaient 8, 9, 10 millions, les fictions de TF1, les polars de TF1, je me rappelle, un vendredi matin, on avait réunion, une très grosse boîte qui faisait une très grosse série. On avait réunion pour autre chose. Et on arrive vers 11h du matin, et là, ils sont champagne, tout ça. Parce que la veille, l'épisode de la série a fait 12 millions et quelques, qui était vraiment un très gros chiffre. Et là, j'étais avec Jean, et on s'est regardé, et on s'est demandé si vraiment ils étaient... Mais on parle d'adultes, on parle d'adultes responsables, producteurs et tout ça. Et on se dit, mais ils sont en train de fêter les 12 millions et demi, alors que France 3 était en grève, et il y avait la mire. Ouais. À l'époque, il y avait la mire, en fait. C'est-à-dire que quand la chaîne était quand les chaînes étaient en grève, ils diffusaient rien. Ils diffusaient la mire. Et donc, forcément, le public de la chaîne, même France 3, même s'ils sont vieux et âgés, mais ils restent pas non plus devant la mire. Donc, ils s'éparpillent sur les autres programmes. Bah oui. Notamment sur le fameux polar de TF1. Mais dans leur tête, c'était pas ça. C'est-à-dire, dans la tête, c'est 12 millions et demi, point. C'est ça qui compte. C'est qu'on a fait 12 millions et demi, peu importe les conditions. Donc, voilà, tout ça pour dire que l'audience, quand je dis on n'est pas maître, on n'est pas maître. C'est-à-dire si on est diffusé en face d'un match d'équipe de France, le film ne sera pas moins bon pour autant. Enfin, c'est pas que tu auras mal bossé, c'est juste que tu es diffusé face à un match d'équipe de France, quoi. Il faut faire avec. Mais ça va très loin. Moi, je me rappelle de Jean-Marc Rudnicki, qui avait créé une série pour la 6, et dont les premiers épisodes ont été diffusés pendant la Coupe du Monde. Et notamment, le pilote était diffusé face à un match d'équipe de France. La série, elle n'a pas survécu. Ah ouais. Mais c'est important ce que dit Robin. Moi, je suis assez attentive aux audiences. C'est quelque chose qui, je trouve, est un indicateur. Maintenant, ça ne doit pas être le seul indicateur, en fait. C'est-à-dire que parfois, l'exemple de Plus belle la vie ou de Fais pas ci, fais pas ça, ça ne marchait pas forcément. Au début, il a fallu attendre. Et aujourd'hui, ça a été des grands succès pour Fais pas ci, fais pas ça. Plus belle la vie reste un feuilleton extrêmement regardé. Donc, il faut aussi envisager l'audience d'un point de vue aussi qualitatif, savoir quel est le public qui a pu être touché. Et pas forcément seulement en quantitativement. Maintenant, c'est un marqueur, c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel et effectivement, malheureusement, c'est quelque chose qui permet de différencier un programme par rapport à un autre. Est-ce qu'il a été vu, par qui, comment? Et le comment, il est important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à regarder uniquement l'audience est en train de changer, mais l'audience du prime à la télévision, or les habitudes changent, on regarde de plus en plus la télévision en replay et ce qu'on appelle l'audience consolidée, c'est très important en fait de l'envisager et de la considérer comme la principale en fait. J'ai une question, est-ce que vous avez déjà été appelé sur un tournage pour écrire ou réécrire? Si oui, comment ça s'est passé? Sur un tournage, si c'est ton film que tu as écrit et qu'on te demande, oui, ça peut arriver. Alors, moi, on m'a pas demandé d'arriver sur le tournage, mais par contre, on m'a demandé de réécrire des scènes au fur et à mesure, tu vois, parce que demain, on doit tourner une scène, on a le comédien qui est pas là, on n'a plus le décor, on n'a plus ça, ou on est en retard, enfin, toi. Donc là, tu réécris, mais de chez toi. Et c'est sur tes projets, en fait. Par contre, moi, on m'a appelé, tu parlais tout à l'heure de préparation et tout ça, moi, on m'a appelé, à une époque, je travaillais beaucoup comme pompier. C'est-à-dire que tu as un projet qui était mal barré, on t'appelait. Donc moi, ça m'arrivait d'arriver sur une série, la chaîne avait jeté le scénario. L'histoire les intéressait plus, ils voyaient pas comment s'en sortir, donc il fallait réécrire tout à partir de zéro, sauf que la prépa commençait la semaine suivante, et qu'ils avaient déjà fait les repérages, ils avaient déjà casté les décors. Et ils avaient commencé à décrire, parce que le film commençait par une scène compliquée à mettre en scène, donc elle était déjà préparée, la scène. Donc, moi j'avais une semaine pour écrire le scénario. Toi qui mets les contraintes. En sachant qu'il fallait partir avec la même scène de début, en l'occurrence des gradins qui s'écroulent, un peu à la Ferrugani, donc des gradins qui s'écroulent. Donc il fallait forcément que l'histoire soit dans le milieu du sport, etc. Mais en tout cas, à partir de cette scène-là, utiliser les décors qui étaient déjà choisis, mais de réinventer complètement une autre histoire.
C'est pas pompier, là, c'est médecin Magicien. chirurgien, Ça pardon. arrive assez régulièrement en fait. Donc là, tu arrives sur une histoire. En plus, là, c'est une série que je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas, j'avais jamais bossé dessus et tout. Là, tu arrives à une semaine du tournage, enfin de la prépa en tout cas. Et ils m'ont refait le coup. Alors une autre prod, une autre chaîne d'ailleurs. Pareil, mais c'est le même réalisateur qui m'a appelé, enfin qui m'a mis dessus. Parce que là, pareil, ils avaient 4 films qui partaient en tournage. Ils devaient en réaliser 2. Ils étaient à 15 jours de la prépa et il y en a 3 qui étaient arrêtés. Petite anecdote à nouveau. Il se trouve que mon agent avait rencontré les producteurs bien avant, en fait, des mois avant. Et le producteur leur a parlé de la série qu'ils allaient faire, etc. Donc elle a parlé de moi, parce qu'elle fait bien son travail. Et ils avaient dit, ah non, on veut des jeunes auteurs, on va amener du sang neuf. Non, c'est pas lui. trop vieux, c'est trop truc. Bon, pourquoi pas, hein. Bien sûr. Donc laisse tomber tout, sauf jusqu'à quand, plusieurs mois après, mon pote m'appelle en me disant, je dois réaliser 2 films, là ils sont arrêtés, on commence à préparer dans 15 jours, il faut repartir à zéro. Est-ce que ça t'intéresse? Et évidemment, c'était la série sur laquelle ils ne voulaient pas de vieux auteurs. Donc évidemment, sur les 4 projets, les 3 qui étaient à reprendre ont été repris par des vieux auteurs, parce qu'il y a un moment où, quand il faut rentrer dedans, et donc voilà. Donc mon expérience la plus proche du tournage, c'est celle-là, une ouais. semaine ou 2 de la prépa, ce qui est quand même très court. Ouais, est-ce que cette urgence-là, j'imagine, appelle un bon salaire qui motive à faire le pompier, justement? Ça dépend. Tu pas parfois un forcément. rapport de force. Parfois, tu as un rapport de force pour pouvoir négocier un très bon salaire. Et puis, parfois, le producteur peut te prendre au sentiment en disant, tu comprends, on a investi énormément d'argent, on est en bout de course, on n'a plus de budget. Donc voilà, ce discours-là, des sentiments-là, et bon, quand tu es un peu débutant, tu te dis, ok, je vais te sortir de cette mauvaise passe et je vais écrire pour toi. Après, quand on est un peu plus chevronné, on connaît un peu le Quand truc. c'est un producteur que tu ne connais pas, donc tu n'as pas de raison d'être forcément super conciliant avec lui, qui en plus ne voulait pas de toi, Oui, c'est qui ça. vient te chercher. Oui, voilà. Bon, ouais. Mais en même temps, tu vas pas non plus le mettre à genoux, hein, parce que c'est un des grands combats. Enfin, c'est un des grands combats à chaque contrat. C'est-à-dire que, vous savez, on a des contrats, vous avez vu, hein, quand vous avez parlé du sujet. Tu peux en des parler. Hein. On a des step deals, hein, c'est-à-dire qu'on a des contrats à échéance. Donc on touche à la signature, puis à la remise du première version synopsis, des fois à la remise de V2, à l'acceptation, etc. Et très souvent, dans la première proposition de la chaîne, de la prod, tout l'argent est au fond, en fait, au bout. Bah oui. C'est-à-dire sur la remise de la V1, sur l'acceptation de la V1 dialoguée, etc. Pour une raison très simple, c'est que si jamais tu fais pas l'affaire et qu'on t'arrête en cours de route, il reste de l'argent pour pouvoir payer quelqu'un derrière. Donc ça, c'est un des gros combats qu'on mène. Et c'est systématique, hein. C'est-à-dire que la première proposition, l'argent, il est toujours au bout, hein. Donc voilà, donc c'est pas non plus... ils ont prévu ce cas-là aussi. Oui. De faire intervenir quelqu'un en tout bout de chaîne, Au cas où, ouais. même si en l'occurrence quand tu es à une semaine du tournage, ils sont obligés de ressortir parce que là, c'est aussi un peu leur responsabilité, hein. Ça s'est bien passé au final? Cette Ouais, histoire ouais. de gradin? Ah mais c'est génial en fait. Alors on parlait de contraintes. Là, pour le coup, ouais. Ah c'est génial. C'est-à-dire que tu arrives dans les 2 cas, c'est des séries que je connaissais pas en tant qu'auteur. Tu dois comprendre la série, comprendre les codes de la série, trouver une histoire, puisque dans les 2 cas, il fallait réinventer complètement des histoires. Tout ça dans une urgence. Enfin, C'est ce qui fait que généralement, c'est une situation qui est pas mal aimée des auteurs parce que c'est la situation où on a le plus de pouvoir en fait. Parce qu'en fait, on est le sauveur. Et là, les gens nous remettent les clés du camion et c'est sauve-moi, sauve-moi. Et en gros, tu as quand même une liberté malgré tout, même si la contrainte de temps est énorme. Ce que tu dis est parole d'or en fait. Hein. Donc c'est une situation moi que j'aime bien. Moi, sur cette 2e série, je me rappelle du réalisateur. Donc Jean-Marc Rolnicki, qui m'appelle, il me fait, écoute, on est au bureau de prépa, là, on n'a rien à faire. Il fait, est-ce que tu peux pas nous donner des décors qu'on commence à chercher? Et moi, j'avais même pas de début d'histoire et tout, mais voilà, on dit, bah écoute, si, ça va sûrement se passer au milieu de la boxe, donc va chercher. Mais ils étaient là, ils étaient physiquement dans le bureau de prépa parce que pour le coup, eux, sont pas auteurs, ils sont salariés, donc ils doivent être là. Toi, si la prépa commence lundi à 9h, ils doivent être là lundi à 9h, mais ils avaient rien à faire. En fait. Ouais. Et donc, ils t'appellent pour savoir si t'as pas une idée de décor, de trucs, de casting éventuellement, de personnages, enfin, histoire qu'ils s'occupent, quoi. Ouais, c'est marrant. Donc, effectivement, là, tu fais un peu ce que tu veux. Tu leur dis, là, je vais prendre ma journée parce que j'ai... Non. Non, tu peux pas. Robin, moi j'avais une question à te poser. On peut lire sur ton CV en ligne des projets qui auraient mérité un meilleur sort. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y en a peut-être une dizaine au moins. Bah, c'est les projets qui s'arrêtent, en fait. Qui vont pas... Alors, après, à différents stades. Hein. En général, moi, si je les mets dedans, c'est très personnel, c'est juste pour les faire exister, parce que de toute façon, a priori, ils n'existeront pas. Ouais. Ils continuent à vivre un petit peu comme ça, mais... Quand tu as plein de projets comme ça, comme tu disais tout à l'heure, qui sont destinés à une chaîne, mais qui ne se font pas, quelle est la part de recyclage de projets qui refont surface, peut-être quelques années plus tard?
différemment, sur d'autres formats? Ça arrive. Il se trouve que là, on avait écrit avec Jean un projet, un unitaire, sur un fait divers, qui très bizarrement, en fait, après on a su pourquoi, mais avait été accepté par TF1. On avait donc écrit, on était arrivé à la V8 dialoguer, on avait un réalisateur, on était allé très loin, et puis le projet s'est arrêté, net. Donc du coup, il est resté dans un tiroir, ça. Non seulement on s'était investi, parce qu'une V8 dialoguer, c'est un tout petit peu de travail jusque-là, et puis pour le sujet de tenait à cœur, c'était autour d'un drame, on avait rencontré les familles, nous, des gens qui étaient morts dans l'histoire. Ouais, donc on s'était retrouvés autour d'une table avec 15 personnes en larmes et tout, donc t'es un peu investi dedans, toi. Ouais. En plus, eux sont investis dans le projet parce que s'ils disent oui au projet, c'était parce que c'était pour eux un espoir que l'affaire redémarre, en fait. Tu vois, tout d'un coup, un téléfilm sur TF1 avec l'exposition, que ça fasse... Bon, donc du coup, quand ça s'arrête, un peu, c'est resté dans le tiroir. Et puis, il y a un an à peu près, je me suis dit, mais merde, en fait, l'histoire est toujours aussi bien. Enfin, le fait divers est toujours là. En plus, il est toujours présent. On continue à en parler et tout. Et puis, je commençais à le faire circuler. Et puis, voilà, on a trouvé une prod. Et en plus, la prod, c'est intéressant. Le scénario, il est écrit et tout. Donc, oui. Mais oui, donc là, on signe là en septembre. Et puis, c'est pour ça que je ne peux pas dire de quel fait divers il s'agit. Parce que, Non, il n'y a pas Pas de problème. même si j'espère qu'on aura signé avant la diffusion du podcast, on sait jamais. Mais voilà, il était dans le tiroir. Après, recycler, non, en fait, j'ai pas de... C'est pas Si, évident, en fait. C'est un fait, projet- c'est fait. Un sujet que tu proposes sur un épisode de série, C'est plus le sujet que tu vas peut-être. ouais, même utiliser. le traitement. En fait, le truc, il a été refusé par ou par la prod ou par la chaîne. Tu le laisses. Et puis à un moment, ce qui s'est passé sur Munch, moi, on m'avait demandé pendant ces 2 ans, j'ai arrêté une amie productrice qui arrivait sur une série. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien que je fasse un épisode, donc je lui ai proposé un sujet qui l'enthousiasmait la prod, et la chaîne l'a refusé parce que c'est pas notre public. Bon, tu gardes le sujet. Moi, je regarde Munch parce que je me force. Je m'efforce de regarder tout, de voir toutes les séries, au moins plusieurs épisodes. Et puis là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais en fait, mon sujet qui avait été refusé sur l'autre chaîne, il serait super bien pour celui-là. Et donc, pour la première fois en 20 ans, c'est moi qui ai appelé la prod en disant, est-ce que par hasard, je sais pas où vous en êtes du tout de l'écriture, je sais même pas si c'était lancé, mais moi j'ai un sujet qui peut marcher, en fait. Donc, il se trouve que justement, il leur restait une place, ils étaient en fin de recherche de pitch. Il y a même déjà des scénarios qui sont dialogués, donc ils sont vraiment en toute fin. Il leur manquait un sujet, et effectivement, ça marchait bien pour la série, donc tout le monde a dit oui jusqu'à la chaîne. Donc voilà, c'est un Rien n'est sujet... perdu, tout ce... Ouais, mais parce que mais je crois aussi parce que je l'ai pas écrit pour le sujet m'intéresser, en fait. Bien sûr. J'avais pris ce prétexte puisque je faisais plus de séries de cette demande de cette amie productrice pour en parler. Et ça avait été refusé, tu vois, mais il a une deuxième vie là. C'est chouette. Pauline, tu voulais rebondir? Non, c'est un peu ce que dit Robin. Je pense que c'est pas forcément évident de recycler un projet en tant que tel. Ça va parfois être un ton, un personnage, un traitement, une situation. En fait, moi, je vois souvent un peu la création comme une sorte de jungle et chaque projet est un chemin et on défriche. Mais vraiment, il y a l'idée de créer des chemins et des passages, en fait. Et donc, et parfois, on va emprunter un passage, on peut le réemprunter en fonction du projet et donc recycler, entre guillemets, une situation en ton, mais bon, c'est pas sur le projet en tant que tel, je trouve ça assez rare. On voulait faire un petit point avec vous sur l'état de la fiction française télévisée. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la télévision française, vous toi en tout cas Robin qui est là depuis longtemps, que ce soit sur les chaînes privées ou les chaînes publiques. La série télé est en plein essor, est-ce le cas aussi de la situation des scénaristes? C'est une question pour Pauline. Comment la France se situe par rapport à l'étranger? Désolé, je fais un package comme ça, mais si vous avez un avis sur la question. L'état de la fiction française, je pense qu'on on en a déjà un petit peu parlé. La lumière au bout du tunnel. Non, mais c'est vrai, la variété des cases, la variété des chaînes et des sujets. Et c'est vrai qu'il y a C'est plutôt sur la bonne voie, en fait. Pour les scénaristes, en tout cas, il y a de plus en plus de place et de demande. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie et de toute façon, on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle créativité, ne serait-ce que dans les pays européens, qu'on doit se mettre au diapason, en fait. C'est vraiment, il y a un carrefour aujourd'hui de la création et on doit en être. Donc il y a un vrai désir des scénaristes, il y a aussi une vraie envie des producteurs, des nouveaux producteurs qui arrivent avec une vraie ambition de remodeler un petit peu le paysage audiovisuel. Les chaînes ont plus ou moins muté selon
certaines se sont déjà mis dans une posture de création et d'innovation, d'autres sont en train vraiment d'évoluer. Donc oui, moi ça je trouve qu'on est plutôt sur le bon chemin. Aujourd'hui, il y a une ambition qui est partagée par tous, qui est celle de l'exportation. C'est pas toujours évident d'exporter les séries françaises, mais il y en a qui s'exportent très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on écrit des séries avec de plus en plus d'épisodes. À une époque, on reprochait le format 90 minutes, le fait que les séries comptaient peu d'épisodes, s'arrêtaient, faisaient 1 ou 2 saisons. Maintenant, voilà, on a beaucoup de saisons avec beaucoup d'épisodes, donc ça s'exporte de plus en plus. Que dire de plus ? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le panel est vraiment plus large que quand moi j'ai débuté. C'est-à-dire que quand moi j'ai débuté, c'était soit de la télé de mainstream, c'est de la télé de prime très, très populaire, et c'était Colombo, Cordier et compagnie, soit de la télé de prime très populaire. C'est-à-dire que il n'y avait pas... C'était le champagne le matin, quoi. C'était champagne le matin. Ouais, sauf que quand ça marchait pas non plus. Hein. Mais non, là, je trouve qu'on a vraiment le choix, quoi. Et... Ce qui peut manquer, en fait, c'est les séries jeunesse, en fait. Des séries qui mettent en scène des jeunes, c'est-à-dire vraiment de représenter davantage les différentes classes sociales, les différentes générations, les différentes époques aussi de l'histoire. Aujourd'hui, on sort d'une période, j'ai l'impression qu'on est en train d'en sortir, où l'historique, c'était un peu la télévision à la papa, etc. Or là, il peut y avoir une vraie modernité à faire de l'historique quand on voit les trailers de la BBC. C'est incroyable, les séries historiques qui sortent, quoi, qui sont hyper modernes, en fait, alors que ça parle des séries patrimoniales. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait plus d'ouverture à la télé française. Mais qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? Alors, je trouve qu'il y a énormément de choses à regarder. Ouais. C'est très compliqué de tout suivre, et parfois, je trouve ça limite angoissant, parce qu'à chaque fois que j'ouvre un Facebook ou un Twitter, on me parle d'une dernière série dont j'ai pas du tout entendu parler, et donc il y a un truc qui... Tu sais que t'auras pas le temps de rattraper. J'aurais pas le temps de rattraper. T'es encore sur la série qu'on t'a recommandée il y a 6 mois. Exactement, et puis il y a parfois une forme d'angoisse aussi à regarder ce que fait la concurrence d'une certaine façon. On se dit, oh là là, ils ont pris tel risque, ou ils ont eu telle audace, ou bon, ils ont eu telle idée. Mais sinon, moi, j'ai eu un coup de cœur pour une série, c'est du 26 minutes, ça s'appelle I Love Dick. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est c'est vraiment génial. C'est sur un couple américain dont le mari va s'installer dans une petite ville un peu arty, où il y a des chercheurs, des artistes qui vivent là. Et en fait, la nana va avoir un crush pour une sorte d'américain cow-boy. Enfin, tout est assez étonnant. C'est du 26 minutes vraiment sur le couple, sur la fidélité, les relations exclusives, sur les relations humaines, et c'est en termes de création hyper inventif, en fait, ça mêle voix off, enfin c'est génial. Ça avait été présenté à Sérimania, dernière édition, et je le conseille vivement, et ça se trouve sur Amazon. D'accord. Toi, Romain? En ce moment, rien de spécial, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des périodes effectivement où je vais commencer à regarder une série, mais le problème c'est que je suis assez exclusif. C'est-à-dire que si ça me plaît, je vais tout regarder, en fait. Et alors là, pour le coup, il y a un moment où ça pose un problème de temps. Surtout quand on a la 5e ou 6e saison. Donc, l'autre jour, le dernier gros coup de cœur que j'ai eu, c'était une série américaine qui s'appelle Chicago PD. Je suis arrivé, il y avait déjà 3 saisons, mais 3 saisons, 24 épisodes. Ça demande du temps, quoi. Du coup, puis en plus, il y a des déclinaisons. Donc, du coup, je regarde aussi les déclinaisons. Et à chaque fois, ils nous font des saisons de 24 épisodes. Donc, non. Ce que je regarde, moi, c'est les séries françaises. À la fois par plaisir et puis pour le boulot, quoi. Ouais. Donc, j'essaye de regarder. Alors, je regarde pas tout. J'essaye de regarder le maximum, en fait. Très bien, super. Enfin, pour finir, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont là aussi pour vos précieux conseils, et se demanderaient quel conseil vous donneriez pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture pour la télé. Est-ce qu'il y a des formats, des genres à privilégier, des sujets? Voilà, des sujets. Aimer le policier, ça peut être une bonne chose. Pauline fera sûrement mieux parce qu'elle a une meilleure connaissance, je pense, une vue d'ensemble de la situation. Moi, vu d'ici, qui a une vue beaucoup plus pointue, moi j'ai le sentiment que la meilleure façon, alors soit de s'acoquiner avec un auteur chevronné, évidemment, ça aide. Tu vas recevoir des mails, attention. Mais, soit d'aller sur des projets perso, pointus même. J'ai vraiment le sentiment que ce qui était avant la porte d'entrée, c'est-à-dire les séries policières, on arrivait tout de suite sur du 90 minutes.
J'ai l'impression que ça, pour le coup, c'est verrouillé de chez verrouillé. Enfin, là, je sais pas ce que tu en penses. Mais si on prend K1, par exemple, hein, toi, l'exemple de Pauline, qui est là depuis combien 4-5 ans, t'as dit? Ouais, depuis je suis rentrée sur la saison Voilà. 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les séries, en fait, il y a des auteurs qui sont dessus, et en fait, ça bouge très très peu. Ouais. Moi, j'arrive sur Munch, il y a 10 épisodes à écrire, il y en avait 8 dans la première saison. Non, il y a 8 épisodes à écrire, il y en avait 6 la première saison. On est 2 nouveaux auteurs. Les 6 autres sont reconduits, en fait. Ouais. C'est une bonne chose, hein, parce qu'ils connaissent la série, ils connaissent les codes et tout, mais ça bouge plus. À mon époque, en fait, ça tournait tout le temps. Tu passais d'une série à l'autre. Donc, je pense que pour arriver sur une série, c'est compliqué, parce que pour le coup, que ce soit les auteurs de King, que ce soit les auteurs de Munch et tout, c'est pareil, c'est des CV très longs, donc ils n'arriveront pas à prendre leur place. Donc c'est plutôt se démarquer avec quelque chose d'original et de personnel. Je pense, oui. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Pauline, mais tu arrives avec un projet personnel, de série, d'unitaire, de ce que tu veux, mais exister, quitte après à ce qu'on te dise, ok, mais essaye de trouver un auteur pour t'aider, ne serait-ce que pour aller à la chaîne, toi, pour les rassurer. Écrire avec quelqu'un de chevronné, donc vraiment se mettre dans une position de networking, moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons d'arriver dans le métier. C'est un métier qui se fait quand même pas mal par cooptation, donc il y a des lieux en fait comme ça. Alors j'en cite très rapidement, mais on le sait pas beaucoup, mais il y a un pôle emploi à Saint-Denis qui est géré par 2 personnes exceptionnelles qui ont créé en fait un cycle voilà de rencontres, de discussions sur les thématiques de l'écriture et de l'audiovisuel, alors que ça fait pas partie des prérogatives de Pôle emploi, mais ils se sont emparés de ce sujet-là. Et donc franchement, quelqu'un qui par exemple cherche à devenir scénariste et qui n'est pas salarié ou employé quelque part, je lui conseille de faire augmenter les chiffres du chômage et d'adhérer au Pôle emploi de Saint-Denis de façon à pouvoir rentrer dans ce cycle de rencontres. C'est vraiment pour avoir participé à une de leurs journées, on a l'impression qu'on est au Festival de La Rochelle sur une journée à Saint-Denis à côté du Stade de France. C'est vraiment intéressant. On rencontre des chargés de programme, des patrons de chaîne, enfin des directeurs de fiction, pardon, des patrons de séries. Il y a aussi des associations d'auteurs émergents comme Séquence 7 aussi. On travaille beaucoup avec eux à la Guilde et c'est vraiment des associations où on peut rencontrer d'autres scénaristes. Moi, le conseil généralement que je donne, déjà, il faut s'assurer, l'écriture, c'est pas glamour en fait. C'est vraiment un travail très laborieux. Il faut écrire, c'est très exigeant, très technique, où il faut savoir se remettre en cause perpétuellement. Donc ça, c'est quelque chose quand je rencontre un nouvel auteur que voilà, j'insiste beaucoup sur ces points-là. Et je pense que la meilleure façon de se tester et d'avoir vraiment de trouver ce qu'on a envie de dire ou de raconter, c'est d'écrire le maximum de projets, c'est-à-dire vraiment ne pas cesser d'écrire en fait, c'est vraiment très important, et de soumettre ses idées à des producteurs. Régulièrement, les producteurs reçoivent des projets de gens qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas identifié, de faire lire leurs projets à des agents ou à des scénaristes qui connaissent en fait. C'est vraiment ça le plus important pour moi, c'est d'écrire et de ne pas cesser d'écrire. Très bien. Sage parole. Alors c'est l'heure de la chronique de Laura qui nous raconte en quelques minutes ses premiers pas dans ce monde étrange et fascinant des scénaristes. Durant 2 mois, Laura était notre stagiaire. Aujourd'hui, elle a des choses à vous dire. Et voici le 3e épisode et dernier d'une série de chroniques par Laura Solier. Salut! Pour clore ce triptyque, j'ai envie de parler de l'après, de l'avenir immédiat. J'ai acquis l'idée que j'allais sans doute galérer un bon moment et que par conséquent, plus vite je m'y mets, mieux c'est. J'ai une bien meilleure idée grâce au stage de mes possibles pistes de démarrage, mais que se passe-t-il ensuite ? Il va bien falloir passer de la théorie à la pratique. Faut déjà ne pas se laisser engloutir par le tourbillon de questions qui m'habitent. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Par quoi je commence ? Quel genre de scénariste je veux être ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire ? Pour qui ? Mon problème est le suivant. J'aime la série télé, mais pas tellement celle qu'on fait globalement en France. Et a priori, c'est ici qu'il serait le plus simple de commencer ma vie professionnelle. Alors quoi ? J'écris des longs en spec, des cours, je fais de la commande, je me trouve un agent, un co-auteur permanent. Est-ce que je me pose trop de questions ? Puisque de toute façon, je veux avant tout gagner ma vie grâce à ce métier, donc j'écrirai sans doute tout ce que l'on voudrait bien me permettre d'écrire. Mais est-ce que je peux tout écrire ? Je veux dire, est-ce que j'en suis capable ? Mettre mon ego au placard, pouvoir écrire des choses dont je ne me sens pas proche, qui ne m'intéressent pas ? Est-ce que je peux rendre intéressant à regarder quelque chose que je trouve sans intérêt ? Rendre drôle des choses qui ne me font pas rire ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que je trouve mon identité en tant que scénariste, que ce soit concernant les médiums qui m'intéressent, les genres ou le style même d'écriture, le ton qui me correspond. En gros, trouver le bon dosage entre ce que j'ai envie de faire et ce que je vais devoir faire. Organiser mes priorités et construire un espèce de plan d'attaque de l'année à venir, pour ne rien laisser au hasard et provoquer au maximum la chance. Postuler pour écrire des fiches de lecture, m'essayer au script doctoring,
Avoir une banque de projets en spec pour pouvoir démarcher des producteurs. Aller au festival de Valence, de La Rochelle, rencontrer des gens. Se préparer à faire tout ça en même temps. Et à Paris. Accepter le changement. Le plus dur pour moi, ça va sans doute être ça. Intégrer un nouveau rythme, qui risque d'être un peu costaud. Gérer mon temps, rester concentré, ne pas m'arrêter d'écrire. Mener plusieurs choses à la fois et continuer à me former, à lire. Tout ça sans se décourager. C'est à la fois palpitant et très effrayant, cette transition. Passer de la théorie à la pratique en ayant une idée d'où l'on veut arriver, mais pas exactement de comment on va y parvenir. Accepter le hasard et ne pas regretter son choix de carrière, parce que même si ça semble être une montagne infranchissable là tout de suite, d'autres avant moi l'ont fait, ont sans doute été submergés par le même tourbillon de questions, mais s'en sont sortis et sont épanouis aujourd'hui. L'important c'est d'y croire et de savoir qu'au fond, malgré les difficultés à venir, on n'est pas seul et on s'apprête à faire ce que l'on a toujours voulu faire, écrire des histoires et faire voyager les gens. Merci Laura, merci à nos deux invités qui se sont déplacés jusqu'ici à la maison des auteurs de la SACD pour répondre à nos questions. Et à vos questions. Et à vos questions, c'est vrai. Merci Pauline Rocafoul, scénariste, présidente de la Guilde des scénaristes. Merci Robin Barato, également scénariste bien sûr. Où est-ce qu'on vous retrouve, chers amis? Sur les réseaux sociaux? On peut vous contacter, vous suivre. Quelque part? Moi, je suis sur Twitter et sur Facebook. Et c'est des Twitter et comptes Facebook qui sont très orientés guilde. Très corpo. Très corpo. Et toi, On te retrouve à la Guilde. Oui, Dans les aussi. soirées, les événements organisés par la Guilde. Exactement. Voilà. Et moi, je suis sur Facebook. Sur Twitter aussi, mais moins. Et principalement Facebook, oui. Bah, très bien. Alors, on remercie bien sûr Marie Savane-Bargy. Sans qui nos invités ne seraient pas en face de nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci Marie. On remercie la maison des auteurs Elisa, Franck et Claudio. Qui nous accueille. Grâce à eux, on fait ça dans de bonnes conditions. Et bien sûr, rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. Voilà, en attendant, laissez-nous des commentaires et des notes sur iTunes ou partout où vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des sujets, nous poser des questions. podcast@adrienemetmathieu.fr. Et voilà, À bientôt. au mois prochain. Salut. Salut. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.